Bonjour Tanguy, bonjour à tout le monde, c'est votre Mfumu Mswadi Kimbazi Mtumwa du Congo de Mona. Zola Kese Namayangi Mpangi, où vous êtes sur la terre, Zola Obatulu, Zola à tout le monde. Aujourd'hui, mes Pangui est une journée très spéciale pour nous puisque j'aimerais pour parler d'un sujet comme d'habitude, d'une importance capitale. Alors, Mpangi, le sujet que nous allons traiter aujourd'hui est un sujet qui concerne tous les peuples de la Terre, tous les humains qui, en effet, au cours de l'existence, ont pu s'organiser, ont pu se structurer d'une certaine manière. Aujourd'hui, M. Mpangi, nous allons parler de la diaspora, des dispersés dans un Bangui, d'un peuple, d'une nation, partout sur la surface de la terre. Le rôle de ces dispersés, de cette diaspora pour l'émancipation d'un peuple. Bon, déjà, il est très important de comprendre que nous sommes posés, fondés sur un prisme, un paradigme ici du continent africain. Ce qui veut dire, mais je Pangui, lorsque je parle de diaspora, je vais prendre l'exemple de certaines diasporas, mais l'Afrique a sa diaspora. Et nous allons voir ensemble si la diaspora, c'est-à-dire les Africains dispersés par toute l'écorce terrestre, enfin sur la surface de la Terre, puisque, comme nous le savons, le terme diaspora désigne en effet la dispersion d'une communauté ethnique, hein, une communauté linguistique, une communauté religieuse à travers le monde ou en dehors de son foyer d'origine. Alors, est-ce que cette diaspora, Charles Rampangui, a un rôle à jouer sur l'expansion, l'émancipation, la structuration d'un peuple? Voilà le sujet d'aujourd'hui. Alors, je vous invite, pour ceux qui se connectent, à liker, pour ceux qui se connectent, à partager et à s'abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. L'armée civile mondiale, voilà comment je les appelle en fait, de l'exil à la puissance nationale. Quelle est la fonction principale de la diaspora? Quel est le rôle d'un être qui est sorti de sa matrice et qui s'est retrouvé ailleurs, hors de sa matrice d'incarnation? Quelle est sa fonction? Pourquoi son existence? Quel est son rôle? Voilà le sujet. Alors déjà pour commencer, mes Pangui, likez avec bonheur. Et puis prenez le temps, cher Pangui, de comprendre que ce sujet n'est pas là pour attaquer les nôtres ou les humains. C'est pour éveiller le niveau de conscience. Puisque une diaspora, cher Pangui, devient puissante lorsqu'elle cesse d'être seulement une population dispersée et devient une force transnationale organisée. La diaspora, pour ceux qui sont conscients, garde une identité forte, maîtrise l'éducation, cumule le capital, crée des réseaux économiques, influence les États où elle vit, les nations dans lesquelles elle se trouve. Donc oui, transfère vers la nation d'origine des ressources financières, des ressources scientifiques, des ressources diplomatiques. Alors, on me dit que je ne passe pas convenablement. Est-ce que vous m'entendez, Lempangui? Est-ce que la connexion est bonne de votre côté? Voilà, parce que je ne peux pas traiter ce sujet avec une mauvaise connexion, ça n'a pas de sens. Donc, essayez de me mettre juste en bas si la connexion est bonne de votre côté, si vous m'entendez convenablement, avec bonheur. Alors, le son n'est pas très top. OK. Certains disent qu'ils entendent très bien. Donc, je ne sais pas. Attendez, je vais me déplacer. Je vais me déplacer. Donnez-moi 2 secondes.
Alors, dites-moi, est-ce que là, c'est bon? Est-ce que la connexion passe maintenant? Parce que là, je me suis déplacé pour, il pleut beaucoup là où je suis, je pense que c'est dû à ça. Est-ce que le temps est bon maintenant, mes Pangui, parce que le sujet est d'une importance capitale. Si la connexion n'est pas bonne, il faut faire couper la connexion, en fait, couper la communication pour peut-être reprendre cela plus tard. Mais dites-moi, est-ce que vous m'entendez maintenant? On me dit le son est revenu. Alors attendez, je vais voir si je peux changer de micro, que le son passe, mais attendez. Dites-moi maintenant, est-ce que là c'est bon? Est-ce que là vous m'entendez même pas, Anguille? Cher Pangui, j'ai changé mon micro. Est-ce que maintenant c'est top pour vous ou pas? On me dit excellente, 5 sur 5, top. OK. Donc, problème de micro. Donc, je suis très content que vous soyez toujours là présent pour checker, pour vérifier et que nous puissions avancer avec Zola. Alors, aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure que notre but et de pouvoir parler d'un sujet d'une importance capitale concernant la diaspora. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la diaspora, ben, la diaspora, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des personnes d'un pays qui se sont dispersées un peu partout sur la Terre. Ok. La diaspora, en fait, désigne la dispersion d'une communauté ethnique, linguistique et religieuse à travers le monde ou en dehors de son foyer d'origine ou la terre ancestrale. C'est ce qu'on appelle la diaspora. Ce qui veut dire, nous autres là qui vivons à l'étranger, hors du continent africain, pour ceux qui sont nés sur le continent ou qui sont des descendants des personnes nées sur le continent, si les parents étaient des êtres venus du continent, vous êtes normalement ce qu'on appelle les dispersés, c'est-à-dire la diaspora. Alors, mes Pangui, à partir de là, il faut bien comprendre ce que je suis en train de vouloir faire aujourd'hui. Le Kaboula d'aujourd'hui a pour but de vous expliquer que le retard que l'Afrique est en train de prendre en ce moment, ou le désordre qui se passe sur notre continent, n'est pas dû aux membres du continent, à ceux qui sont sur le continent. Le désordre, le retard, la perturbation de la vie sur la terre des ancêtres est dû au niveau de vibration de sa diaspora, des dispersés. Écoutez bien. Donc, c'est le sujet que je voulais poser sur la table aujourd'hui. On aura deux parties. Cette première partie où j'aimerais qu'on en parle et la deuxième partie, cher Pangui, où nous serons en effet, bien sûr, invités à participer pour ceux qui veulent participer. OK? Bon. Donc, la diaspora, ce sont des dispersés, OK? Et ces dispersés ont un rôle à jouer pour l'éveil de leur pays, de leur territoire d'origine, et cela a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Sauf que la diaspora africaine, par exemple, est immature. Mais ça, on va voir cela. D'où le niveau dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Chers Olampangi, l'erreur que nous commettons en tant que peuple, en tant que descendants de l'Afrique, c'est que nous pensons que ceux qui sont sur le territoire africain seront à l'origine de l'émancipation du continent. Je vous l'ai toujours dit, c'est une anomalie de penser comme ça. Pour qu'un peuple puisse se transmuter, le peuple a besoin de ses messagers, des ambassadeurs. Parce qu'en effet, nous vivons sur la planète et sur la Terre, il y a plusieurs nations. Et il y a des nations qui avancent plus vite que les autres. Et pour que votre nation se mette à jour, vous avez intérêt à envoyer dans les nations, chers Jonathan, plus évoluées, plus structurées, pour apprendre comment les autres fonctionnent, afin de les dompter et les adapter à votre réalité du territoire. Sauf que, en effet, dans la tradition africaine, en fait, dans la vision actuelle de l'Afrique d'aujourd'hui, la diaspora, cherche à Paris, c'est des gens qui fuient le continent et qui ne veulent même plus repartir sur le continent et qui sont bloqués dans le monde diasporique et qui meurent dans la diaspora de burn-out. Alors, vous comprenez, Mpangui, que c'est un sujet très sensible, puisque nous sommes tous
la majorité des nôtres, pour ceux qui suivent la tradition, issus du continent originel, de l'Afrique, de Katiopa. Alors, Mpangi, vous devez savoir une chose, c'est que la puissance d'une diaspora stable, d'une diaspora organisée, d'une diaspora éduquée, Charles Mpangi, se reflète sur la nation d'origine. Donc, une diaspora pour nous, au sein de la tradition Congo de l'école Kimuntu, devient puissante lorsqu'elle cesse d'être seulement une population dispersée et devient une force transnationale organisée. Vous me suivez? C'est-à-dire, elle garde une identité forte, c'est vrai. Tu es d'origine malienne, tu gardes ton identité. Tu es d'origine zoulou, tu gardes ton identité. Tu es d'origine Congo, tu gardes ton identité et tu accumules du capital. C'est ça, en fait, le but de quelqu'un qui sort de son territoire. Accumuler le capital, créer des réseaux économiques, influencer les États où la personne vit, où cette diaspora vit. Puis, oui, cher Jonampangui, puis, doit transférer vers la nation d'origine des ressources financières, des ressources scientifiques, des ressources diplomatiques et des ressources symboliques. Oui, cher Mpangui, une personne a pour but d'aller checker, pour ceux qui sont capables de le faire, ailleurs, afin de ramener la richesse, l'éducation, la structuration, parce qu'un peuple tout entier ne peut pas sortir de sa terre. Ce n'est pas possible. Si la médecine est développée sur un territoire sur la terre, les messagers de ce peuple, de ce territoire, vont aller dans ce pays où la médecine est stable pour apprendre la médecine et ramener la médecine sur la terre originelle. Alors, Mpangi, dans l'histoire moderne, hein, ici, j'aimerais en effet vous prendre des exemples. D'abord, il faut comprendre que le changement de paradigme est d'une importance capitale dans ce sujet, de la dispersion à l'institution, c'est-à-dire la simulation passive et la profondeur stratégique. Vous me comprenez? Le passage de l'émotion à l'institution. Il faut éviter de se dire, ouais, je suis en France, je vais rentrer chez moi. Non, 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 non. Tu es venu pour apprendre. Tu n'es pas venu pour faire la plonge, le ménage. Ah ouais, la vie ne marche pas au Canada. D'abord, si on était des pays organisés en Afrique, les gens ne sortaient pas n'importe comment du pays. On devait permettre la sortie de ceux qui sont capables d'apprendre, ceux qui ont l'intelligence d'apprendre. Parce que sortir d'un territoire, cher Jonampangui, c'est principalement aller checker, voir, Champagne, être un diplomate, que ce soit privé ou étatique, à l'extérieur de son territoire d'incarnation, apprendre des autres et appliquer le Wadiafwa Yekadju. Ajouter au territoire la sagesse, la technologie, la médecine, la philosophie, l'histoire, les mathématiques des autres nations, afin que ta nation originelle, la nation d'origine, soit riche. Donc, une diaspora devient puissante lorsqu'elle cesse d'être seulement une population dispersée, comme c'est le cas souvent des nôtres. Une diaspora perdue dans le burn-out, boulot, métro, dodo, et puis hop, une diaspora inutile, cher Zolampangi, qui ne sert à rien et qui, en effet, est dans l'état de survie. Elle doit garder donc une identité forte, la vraie diaspora, et une fois sur un territoire donné, accumuler du capital, créer des réseaux, transférer des ressources vers la nation d'origine. Voilà pourquoi ici, il existe donc 5 leviers de la libération nationale. 5. Premièrement, la mémoire. Voilà. Gardien extérieur. Conserve les archives. Empêche l'effacement de l'histoire. Oui, la diaspora est le gardien extérieur de la nation. La diaspora est le miroir de la nation à l'étranger. La diaspora, Chiapangui, c'est la structure d'une nation fractalisée dans une autre nation. Vous voyez que lorsque vous avez une diaspora en Chine, c'est la présence de votre nation en Chine. Le but est d'être le miroir de votre nation originelle et deuxièmement, de pouvoir apprendre les technologies du terroir, du territoire dans lequel on se trouve. 2. L'éducation. La diaspora, l'université mondiale, la formation d'une élite de compétences, les ingénieurs, les médecins,
puisqu'en effet, la diaspora d'un pays, dans tous les pays où vous vous trouvez, doit créer un réseau international symbiotique afin de se transférer les données. Une diaspora en France, une diaspora en Allemagne, une diaspora aux États-Unis, une diaspora au Canada. Toutes les diasporas doivent avoir la réunion des diasporas. La réunion des diasporas pour que ceux de France transmettent à ceux de l'Allemagne, les Allemands transmettent à ceux du Canada, les Canadiens transmettent à ceux des États-Unis, les Américains transmettent à ceux du Japon, et ainsi de suite, des connaissances du territoire dans lequel ils se trouvent. Parce que la diaspora allemande parle allemand, la diaspora française parle français, la diaspora américaine parle anglais, la diaspora au Japon parle japonais, donc ont accès aux dossiers japonais. La finance également, l'envoi des fonds, la diaspora est celle qui met en place la banque communautaire de la diaspora, la diaspora bonds. Chers Oudapangé, vous ne pouvez pas fonctionner en tant que peuple sans avoir une diaspora. C'est une malédiction. Sur ce monde, dans le monde dans lequel nous vivons, lorsque vous avez une diaspora shintaorisée, individualisée, qui ne sait pas pourquoi ils existent dans un pays, qui pense qu'il est venu en France pour faire boulot, métro, dodo et élever ses enfants, la personne n'a pas de sens, en fait. Il faut que vous me compreniez. Une diaspora est une branche de la diplomatie d'une nation. Souvent, certains se plaignent que non, l'Afrique ne marche pas, les pays africains ne marchent pas, les États africains ne marchent pas, le système africain ne marche pas, mais ils oublient que le but, en effet, d'un Muntu qui vit à l'étranger est d'apprendre comment fonctionne le pays dans lequel il se trouve afin de transférer ces informations sur son territoire d'origine. Comment voulez-vous que vos pays puissent fonctionner harmonieusement si sa diaspora est shintaorisée, dispersée, aliénée? Vous voyez que la technologie, le cinquième levier de la libération nationale, c'est la technologie diasporique. Le pont commerciaux, le transfert de savoir-faire, l'ouverture des marchés. Et il faut que la diaspora puisse agir pour nourrir ce qui ne peut pas sortir parce qu'aucune nation ne peut totalement sortir de son territoire, sauf s'il y a une guerre. Mais même là encore. Donc, mes parents, vous voyez que la diaspora, c'est le gardien extérieur, il conserve les archives de la mémoire dans le nouveau pays pour parler du Congo. Et il faut que la diaspora Congo parle du Congo aux autres peuples et non pas laisser le peuple fabriquer une idée tordue sur le pays d'origine. L'éducation de la nation dépend de sa diaspora. Eh, chers Olampangi, une nation au cœur de l'Afrique, au Mali, au Sénégal, au Burkina, au Tchad, ne peut pas avancer s'ils ne sont pas actualisés par rapport aux connaissances universitaires mondiales. Donc, il faut une diaspora intellectuelle stable, solide, interconnectée. Alors, vous voyez que ce sujet va me permettre donc de pouvoir toucher donc à 3 pays. J'ai choisi 3 pays, je pouvais choisir d'autres. J'ai choisi 3 pays qui fascinent en effet notre réalité. Et dans l'histoire moderne, nous avons Israël, nous avons le Japon, nous avons la Chine. Ces pays montrent en effet 3 formes différentes de puissance diasporique. Cher Jonathan Pangui, c'est le pouvoir du pouvoir, le pouvoir au-dessus du pouvoir. La diaspora israélienne, la diaspora japonaise, la diaspora chinoise, c'est chaud. C'est très chaud. C'est très, très chaud. Alors, si vous prenez le cas, par exemple, d'Israël, le Japon et la Chine, n'ont pas simplement eu des citoyens à l'étranger. Les Israéliens sont un peu partout. Les Japonais ont été, sont partout. Les Chinois n'en parlons pas. Dans tous les pays du monde, même chez moi au cœur de l'Afrique centrale, il y a maintenant Chinatown du Congo-Brazzaville. On ne déconne pas avec ces gens. Ils sont à l'étranger, mais ils ont transféré l'exil. Ils ont transformé l'exil, leur présence diasporique, en instrument de puissance souveraine. Alors, mes Pangui, il faut que nous comprenions les enjeux. Alors, je vous fais une petite synthèse, parce que l'anatomie de la puissance historique doit être là. Si votre pays en Afrique n'arrive pas à décoller, si votre pays a toujours des tordus, c'est parce que sa diaspora n'est pas utile, parce que sa diaspora n'est pas organisée. Arrêtez de penser que les autres sont contre vous. Les autres ne sont pas contre nous. Nous ne sommes pas diasporiquement solides. C'est pour cela que, chers Olampangi, nous ramons, nous souffrons. Parce que la diaspora, chez nous, c'est des conflits entre frères et sœurs, c'est le match vu, c'est le manque de beau monde, c'est des guerres inutiles, c'est la femme, l'alcool, la danse.
l'inutilité dans une réalité dangereuse où il y a des prédateurs de gauche à droite. Alors, Mpangi, ces trois pays seront donc des pays qui vont me permettre de bien vous présenter la réalité. Vous avez Israël, que nous connaissons tous, hein, Tel Aviv, et vos types de diaspora identitaire, financière, diplomatique. Oui, la diaspora comme matrice politique, financière, diplomatique et identitaire, ça c'est Israël. Vous allez voir qu'ils ont des contributions majeures au niveau financement, le lobbying juif, on ne déconne pas avec, la mémoire de la Shoah, vous savez comment ça se passe, le soutien diplomatique, quand le président veut passer en Europe, s'il y a la patte d'Israël derrière, vous comprenez le game. Le sens central à retenir pour la diaspora israélienne, une diaspora organisée devient une profondeur stratégique mondiale. Cher Pangui, les médias, quand Israël dit c'est le, même si c'est cela, on va dire le, parce qu'en effet, il y a une diaspora solide, une diaspora qui a compris le but de son existence dans tous les pays, par exemple en Occident. Vous avez un pays qu'on appelle le Japon, type de diaspora, étudiante, technique et temporaire. Les Japonais n'ont pas le temps de perdre le temps de vivre chez vous. Ils viennent, ils apprennent, ils ont lancé une diaspora étudiante. Ils apprennent la technologie, la science des nations, ils repartent s'intégrer dans leur réseau. Transfert de sciences technologiques, administration moderne et ainsi de suite. Ça, c'est japonais. La leçon centrale à retenir pour la diaspora japonaise, l'apprentissage extérieur doit revenir servir la nation. Et puis à la Chine, qui aujourd'hui est la première puissance mondiale, économique et entrepreneuriale. Bon, pour ceux qui ont étudié en Chine comme nous, pour ceux qui connaissent BYD, la technologie aujourd'hui au niveau des véhicules, cher Jolan Pangui, le monde se fait chicoter correctement. Ou bien dans le domaine de l'intelligence artificielle, cher Jolan Pangui, il y a des choses comme ChatGPT qui gouverne l'Occident. En Chine, c'est pipi de chat, comme on dit. En effet, vous comprenez que la Chine est passée à un autre niveau avec les Seedance, par exemple, de ByteDance, cher Jolan Pangui, vous avez des entreprises chinoises de haute technologie qui dominent le monde aujourd'hui. Et ByteDance, qui est l'entreprise qui a mis en place TikTok, gouverne le game, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. La diaspora chinoise a copié l'Occident. Ils ont leur propre Facebook, ils ont leur propre YouTube. YouTube ne s'ouvre pas là-bas, Facebook ne s'ouvre pas là-bas. Ils ont autre chose mise en place parce que, cher Jolan Pangui, les Chinois, ils copient, ils adaptent, ils appliquent. Wajafa Yikadio, avec bonheur. La Chine n'est pas là à dire oui, mais pourquoi tu as copié? Ça, c'est le problème des Africains. Les Africains. Pourquoi tu as copié les Européens? Pourquoi? Non, non, non. Les Chinois te copient d'abord. Après, ils te tapent avec ce que tu as créé. Après, ils te créent ce qu'il a créé sur ce que toi, tu as créé. C'est comme ça que ça fonctionne chez les Chinois. Donc, la diaspora devient puissante quand l'État crée des portes d'entrée efficaces. Là, c'est la Chine. Alors, vous voyez, même Pangui, que lorsque vous prenez les pays dans lesquels nous vivons, vous comprenez donc que une diaspora stable et organisée, cher Pangui, peut soutenir un peuple opprimé, comme je l'ai dit, par 5 leviers. Les 5 leviers que je vais vous présenter ici. Là. D'abord, un peuple au niveau de la mémoire, un peuple opprimé, cher Jolan Pangui, risque toujours la perte de mémoire. Le cas de l'Afrique, la traumatologie historique africaine a entraîné la perte de mémoire. Oubli de son histoire, oubli de ses langues, oubli de ses héros, oubli Champagne. Et il y a des blessures et oubli même des droits. Donc, la diaspora africaine, cher Jolan Pangui, au niveau de la mémoire, peut devenir le gardien extérieur de la mémoire collective. C'est-à-dire, elle conserve les archives, finance les centres culturels, transmet la langue aux enfants, publie des livres, produit des films, organise des conférences et empêche que l'histoire du peuple soit effacée. Ça devait être la mission de la diaspora africaine. Ce qui n'est pas le cas, on est d'accord. Chacun fait ce qu'il veut parce que c'est l'individualité qui prime aujourd'hui sur le fonctionnement du continent. C'est pour cela que les pays africains vont rester, tant que sa diaspora ne sera pas éduquée, les derniers de cette réalité. Vous pouvez créer des routes, vous allez voir qu'ils vont créer des routes, mais il n'y a pas d'entretien des routes. Ils vont créer des aéroports, il n'y a pas d'entretien d'aéroports. Parce que sa diaspora n'est pas futée pour comprendre qu'ailleurs, les aéroports sont entretenus. Parce qu'ils ont des préjugés sur leur propre pays d'origine. Ils ont peur de pouvoir mettre en place un système de réseau pour aider leur nation. Et cher Jolan Pangui, l'opposition inutile. Nous avons vu également le levier éducatif. La diaspora éduquée devient une élite de compétences.
Lorsque vous avez une diaspora africaine d'un pays, en France, aux États-Unis, partout sur la Terre, et qu'elle forme des ingénieurs, cette diaspora des médecins, des juristes, des diplomates, cette diaspora des économistes, des enseignants militaires, des informaticiens, des chercheurs, dans chaque pays en Occident, en Asie, des entrepreneurs de haut niveau dans des pays où ils se sont installés, elle transforme l'exil en université mondiale du peuple. Oui, un peuple opprimé comme l'Afrique, qui possède une diaspora hautement formée et une diaspora éduquée, cher Jonathan Pangui, va posséder en fait la capacité de pouvoir transmettre ses capacités à des garçons, des filles restés sur le territoire d'origine. Oui, cher Jonathan Pangui, nous avons un problème de diaspora. Nous avons un problème d'élite extérieure. Nos diasporiques, ils perdent le temps à parler, j'étais pharaon. Cher Jonathan Pangui, ça ne nourrit personne, ça ne construit pas des ponts, ça n'améliore pas les conditions de vie des nôtres sur le terrain. Bon, vous avez le levier financier. La diaspora peut envoyer des fonds, créer des banques communautaires, financer des écoles, des hôpitaux, des médias, des startups, des campagnes diplomatiques, des bourses d'études et des infrastructures. La diaspora africaine est tellement détruite et anéantie que c'est encore l'Occident qui vient en Afrique pour créer des organismes non gouvernementaux, donc les ONG, pour piller, pour voler, pour tronquer, pendant que les membres de la diaspora, eux, ils font la plonge. Ils vont au McDo, ils font boulot métro dodo, ils sont conducteurs de bus, conducteurs de métro, et puis ils meurent de burn-out, ni vu ni connu dans l'histoire de cette réalité. Ce sont des choses qu'il faut arrêter, Champangui. Quand vous prenez le cas d'Israël, vous allez voir que Israël a utilisé de manière très structurée les diaspora bonds. Oui, les Bangui, des obligations vendues à la diaspora pour financer le développement national. Et vous allez voir que selon les études de la Banque mondiale, Israël a proposé depuis 1951 une gamme flexible d'obligations destinées à maintenir l'engagement financier de la diaspora juive. Et Israël, comme l'Inde, ont levé environ 35 à 40 milliards de dollars avec ce type d'instrument, la diaspora bound. Et l'Afrique ne peut pas. Puisque l'Afrique, même quand on parle des finances de marché, on a parlé 2, 3, 4 personnes, même lorsqu'ils sont informés, ils sont de la diaspora, égocentriquement, en train de vouloir nuire encore aux autres. Parce qu'ils oublient le rôle de leur rôle dans l'existence et leur présence dans la diaspora. Jean Pangui, le levier diplomatique également, doit occuper une place importante. Une diaspora installée dans des pays puissants peut influencer les parlements. Oui, vous avez les députés de votre diaspora dans le parlement du pays, les universités, vous êtes dans les départements de physique, de mathématiques, de biologie, de biotechnologie, de spinotronique, de nanotechnologie, de l'informatique cognitive. Cher Pangui, vous avez l'influence sur les médias, les ONG, dans le pays d'origine. Ah oui, cher Zolan Pangé, tu n'es pas venu vivre dans le pays d'origine, le pays d'origine, le pays qui t'a reçu. Tu n'es pas venu t'installer dans le pays qui t'a reçu pour tout simplement être un simple pour une manœuvre qui doit travailler dans les restaurants et faire la plonge, l'été faire le melon et puis faire un burn-out et puis bye bye. Non, tu es venu, cher Zolan Pangé, parce qu'ils ont quelque chose que ta nation d'origine n'a pas. Alors, à partir de là, tu dois intégrer les partis politiques de la nouvelle nation, les institutions internationales de la nouvelle nation. Tu dois être au sein des médias de la nouvelle nation ou lancer tes propres médias dans la nouvelle nation. Tu dois occuper les places dans les universités de la nouvelle nation. Ton but à toi, Mpangui, c'est de t'étendre et de défendre la cause des peuples opprimés, dénoncer les injustices, faire adopter des résolutions, mobiliser des avocats, créer des lobbies, imposer une présence dans le débat public mondial en utilisant le réseau de la nouvelle nation. Et dans ce cas, protéger la nation d'origine. Charles Lampangui, le levier technologique et entrepreneurial également doit activer, Charles Lampangui, la libération nationale du pays d'origine. La diaspora Mezolampangui peut transférer des savoir-faire, créer des entreprises, attirer des investisseurs, bâtir des ponts commerciaux, ouvrir des marchés internationaux et connecter la nation d'origine aux chaînes mondiales de valeur. C'est pour cela que tu es né. Tu n'es pas né pour aller laver les assiettes. Tu es né pour devenir messager, messagère, ambassadeur, ambassadrice de la nation d'origine auprès d'une nation originelle supérieure, par exemple.
Lorsque tu te retrouves dans un pays comme les États-Unis, quand tu te retrouves dans un grand pays comme le Canada, quand tu te retrouves dans un grand pays comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, tu ne peux pas être là à laver les assiettes. Tu es venu en mission diplomatique. Ton but à toi, c'est de te forger, d'apprendre, de connecter, de mettre le réseau, de s'installer, de dégager le pouvoir. Il est parfois triste de constater que beaucoup de gens, quand ils arrivent à l'Occident, ils s'efforcent même pas à vouloir s'implanter dans le pays d'accueil. Ils se disent, c'est pas mon pays. Mais c'est quoi ton problème? La terre t'appartient. La terre tout entière t'appartient. Lorsque les choses ne marchent pas là où tu t'es incarné, tu as l'obligation d'être un diplomate multidimensionnel. Et il faut que tu ailles parce que chercher le pouvoir afin d'améliorer les situations du territoire dans lequel tu t'es incarné. La puissance d'une diaspora ne se mesure donc pas seulement au nombre de personnes vivant à l'étranger. Non, mais à son niveau d'organisation, à son niveau de discipline, d'éducation, de richesse et de conscience historique. Si vous voulez savoir quel est le niveau, cher Zolampangi, de la diaspora d'un peuple, regardez son pays d'origine. Si le pays d'origine est pourri, corrompu, chitaorisé, détruit, pas de route, pas d'électricité, pas d'eau, comprenez l'état cosmique intellectuel de la diaspora. Parce qu'en effet, cher Jonathan Pangui, le pays d'origine est le reflet de sa propre diaspora, des messagers qui ne foutent parfois rien au niveau étranger. C'est pour cela qu'ici, je vous ai pris le cas d'Israël, pour vous dire tout simplement que la diaspora israélienne comme fondation d'un État puissant. C'est la diaspora israélienne qui fait Israël. Le cas d'Israël est probablement l'un des exemples les plus structurés de mobilisation diasporique dans l'histoire contemporaine. Que les gens n'aiment pas Israël ou les aiment, ce n'est pas ça qui est intéressant ici. Ce que je vais vous dire tout simplement, c'est que pendant des siècles, vous allez voir que les communautés juives dispersées en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Amérique, ces diasporas ont conservé une forte identité collective. Oui, lorsque vous avez des Congolais en France, des Congolais aux États-Unis, des Congolais au Canada, des Congolais au Mexique, les Congolais, ils ne se parlent pas déjà, même dans le même pays, il n'y a rien, hein, ça ne fonctionne pas. Ben, quand on se voit, c'est pour parler du foot, de la viande, des femmes et d'alcool. La diaspora des autres, cher Zolampangi, a une identité. Et cette identité s'est maintenue par l'éducation religieuse et communautaire. Cher Zolampangi, l'étude des textes de la Kabbale, l'étude des textes juifs, je vais dire, la mémoire historique, oui, les réseaux de solidarité, les institutions communautaires, la transmission familiale, la conscience d'un destin collectif. Ce n'est pas parce que tu es à l'étranger que tu oublies qui tu es. Sauf si tu as un déficit psychologique grave. Quelqu'un qui se retrouve en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, doit savoir qu'il est d'origine africaine. Et c'est une diaspora du territoire africain à l'extérieur du continent. C'est une réalité. C'est une réalité. Alors, Mpangui, vous allez voir que le soutien financier à la construction nationale d'Israël est une réalité également. La diaspora juive, Mpangui, a joué un rôle majeur dans le financement du projet sioniste, puis dans le développement de l'État d'Israël après 1948. Nous savons qu'elle a soutenu l'achat des terres, la construction d'infrastructures, l'accueil des migrants, et puis des institutions éducatives, des universités. Et Albert Einstein lui-même a été à l'origine de la création de la première université d'Israël, les hôpitaux, les campagnes diplomatiques, les besoins sécuritaires. Oui, les obligations de la diaspora israélienne sont devenues un instrument financier majeur. C'est pour cela que la Banque mondiale note que le gouvernement israélien a entretenu cet outil depuis 1951 afin de garder la diaspora engagée dans le financement du pays. Cher Jonathan Pangui, il y a la diaspora comme force diplomatique. Qu'est-ce que vous allez dire encore? Nous savons que Israël, la diaspora juive, notamment aux États-Unis et en Europe, pour ne pas dire en France, a développé des institutions capables d'influencer les politiques publiques. Les médias en Amérique, les médias en France, les universitaires, les débats internationaux. Lorsqu'on parle des vrais débats en France, ce sont des Israéliens d'origine, les Juifs qui parlent. Les autres, vous comprenez. Bon. Donc, il y a une élite intellectuelle dans chaque pays qui ne se fait pas marcher sous les pieds.
Et cette capacité d'influencer Champangui, les nations d'accueil, a donné à Israël une profonde stratégie bien supérieure à sa taille géographique. Parce qu'en fait, c'est comme si toute l'Europe, les Américains, ce sont les Israéliens, vous comprenez? Israël n'est pas seulement soutenu par son territoire national. Il est soutenu par un réseau mondial d'appui politique, financier, religieux, intellectuel et diplomatique. Oui, la diaspora, Charles Onampangui, comme capital humain, Israël nous l'a prouvé. Oui, Charles Onampangui, vous allez voir que de nombreux scientifiques, pour ne pas dire la majorité des scientifiques en Occident, les médecins, les ingénieurs, les entrepreneurs, les militaires, les Zuckerberg, les créateurs de Facebook, les juristes, les intellectuels juifs ont contribué directement ou indirectement à la puissance israélienne, puisqu'ils sont puissants dans les pays là où ils se sont migrés, où ils sont nés même. Et l'État d'Israël, Mempangui, a aussi bénéficié d'une immigration de haut niveau, notamment de populations formées en Europe, aux États-Unis et dans l'ex-URSS et ainsi de suite. Pour ne pas dire, ils appellent ça Aliyah, si je ne me trompe pas, c'est le retour vers la nation mère. Et cher Jonathan Pangui, beaucoup repartent chez eux à la maison. Ainsi, vous allez comprendre que la diaspora a apporté trois choses fondamentales. La diaspora israélienne a apporté l'argent, le savoir et l'influence. Bon, même Pangui, c'est le game. Ça fait que à travers la diaspora, et leur intelligence et le judaïsme, pour ne pas dire le christianisme par la suite, Israël est soutenu dans les pays où ils s'y sont installés parce qu'ils occupent des postes de responsabilité. Il y a le Japon. Le Japon. Bon, la diaspora ici est considérée comme la puissance de transfert de savoir et de modernisation nationale. Les Japonais ont une autre approche. Ils n'ont pas l'approche israélienne. Le cas japonais est différent. Le Japon n'a pas construit sa puissance moderne, principalement sur une diaspora économique massive, comparable à la Chine, par exemple, ou à la diaspora juive dont je vous ai déjà présenté. Sa force est venue surtout d'une diaspora temporaire d'apprentissage. C'est un choix. Étudiants, ouais, ingénieurs, diplomates, militaires, chercheurs, techniciens envoyés à l'étranger pour apprendre, revenir et transformer le pays. Bon, l'Africain, quand on voit à l'étranger, il ne revient pas. 98%. Parce qu'il pense que la fin du monde est proche, le fait de manger du McDo, il a réussi sa vie. Mais les autres ne sont pas comme ça. Les autres nations ont la possibilité de revenir dans leur pays. Parce qu'en effet, Champangui, le choc de la modernisation a entraîné en fait la transmutation du Japon. Parce qu'en effet, ce que vous peut-être vous ne savez pas, après la restauration de Meiji en 1868, le Japon avait compris qu'il doit rapidement maîtriser les sciences parce qu'ils ont été tapés. 1800, les Japonais ont vu les Anglais débarquer au bord du Japon. Ils ont dit, mais c'est quoi cette technologie? Des bateaux modernes, les armes à feu. Les Japonais n'avaient pas ces choses-là. Et donc, ils se sont dit, non, 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 moi, je suis un Japonais, je dois apprendre comment vous fabriquez, comment vous fonctionnez. Et les Japonais ont compris qu'ils doivent rapidement maîtriser les sciences, les techniques, l'industrie, l'armée moderne. Il doit moderniser son armée. 1868, Mimpangi. L'administration, le droit et l'éducation occidentale pour éviter la colonisation. Les Japonais disent non, moi je ne peux pas être dominé. Je suis un samouraï. Je gère les épées. Mais je ne peux pas fonctionner qu'avec les épées. Je dois en effet prendre le temps, cher Zolampangi, de pouvoir gérer les choses différemment. Donc, la stratégie japonaise fut claire. Envoyer les meilleurs, pas les meilleurs, apprendre chez les puissants. Ils ne veulent pas être colonisés, donc ils veulent avoir la technologie du meilleur. L'Africain chez lui, en 2026, pense que si la France décide de descendre au Congo, le Congo va dire non. Mes chers Zolapangui, vous ne connaissez pas l'histoire, en effet. Parce que les peuples qui dominent ont des stratégies de domination. S'ils veulent vous mettre en colonisation, ils vont vous coloniser. Les Japonais avaient compris cela. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé les meilleurs apprendre chez les puissants pour revenir pour construire la puissance nationale. Parce qu'ils avaient vu que les Anglais étaient trop puissants. Donc, des sources japonaises sur l'histoire de la modernisation soulignent que beaucoup d'étudiants, politiciens, ingénieurs japonais partirent en Europe et aux États-Unis en 1800.
pour acquérir des connaissances sociales, technologiques, avant de les rapporter au Japon. Oui, cher Zulampangi, pour eux, l'étudiant à l'étranger est comme un soldat de la transformation nationale. Donc, Mpangi, le Japon a compris que l'étudiant envoyé à l'étranger ne devait pas devenir un exilé coupé de sa nation, perdu dans ce monde étranger, mais un agent de transfert civilisationnel. Wadiafwa Yikajo. Oui, les Japonais l'ont appliqué. Et les Japonais continuent de l'appliquer. Ils devaient apprendre les sciences de l'Occident sans perdre leur identité japonaise. L'étudiant arrivait, il apprenait, et les premiers étudiants et ingénieurs japonais formés à l'étranger reçurent une formation de haut niveau en Europe et aux États-Unis. À leur retour, Charles Lampangi, il pu reprendre des responsabilités jusque-là occupées par des conseillers et ingénieurs étrangers. Ils ont remplacé les étrangers qui étaient au Japon, et cette logique est fondamentale, puisque le Japon n'a pas seulement importé des machines, il a formé des hommes capables de comprendre, adapter, améliorer et nationaliser la technologie. Donc, vous voyez que la puissance japonaise, Champangui, vient de la discipline du retour. Tu vas, tu apprends, tu accumules et tu reviens chez toi. Et les compétences acquises à l'étranger furent réintégrées dans l'industrie japonaise, les chemins de fer. Pour ceux qui ont déjà fait un tour au Japon, nous avons le Shinkansen, le train japonais. Charles Champangui, c'est le train le plus puissant de la Terre. Et pourtant, ils l'ont copié sur la France. Les Japonais sont comme ça. Aujourd'hui, vous avez Toyota. Ce n'est pas eux qui ont créé la voiture. Ford a posé sa voiture. Les Japonais ont posé Toyota. Et Toyota boxe Ford totalement. Chez Pangi, ils ont amélioré l'armée, ils ont amélioré la marine qu'ils ont vu aux États-Unis. Les universités japonaises, l'université de Tokyo, l'université de Kinagawa, l'université d'Osaka, ainsi de suite, sont des universités de fabrication des robots, de technologie de pointe et ainsi de suite. L'administration japonaise, les banques japonaises, les entreprises japonaises, Suzuki, Toyota, Uzuki, en fait, ainsi de suite, les manufactures japonaises, les infrastructures japonaises, chers Zolampangi, ont changé la manière japonaise de fonctionner. Et vous allez comprendre une chose, c'est que le Japon a transformé l'apprentissage extérieur en souveraineté intérieure. C'est l'une des grandes leçons japonaises. Une diaspora d'étudiants sans stratégie nationale produit des fuites de cerveau, comme le cas de l'Afrique, où il y a des fuites de cerveau aujourd'hui, comme le cas de l'Europe qui s'appauvrit devant nous. Les Japonais, eux, à l'époque, ils ont une diaspora d'étudiants organisée, dont la fonction est de produire la modernisation nationale. Champangui, le Japon a réussi à prendre la technologie occidentale sans devenir spirituellement, culturellement, mentalement occidental. Le problème avec l'Africain, c'est que lorsqu'il prend la technologie occidentale, il devient chrétien avec. Lorsqu'il prend la technologie arabe, il devient musulman avec. Manque de personnalité, manque d'identité. Parce que les autres, il peut prendre la technologie, il va rester Shinto. Il va rester Shinto. Culturellement, quand vous arrivez à Tokyo, Champagny, ils sont habillés en kimono. Et pourtant, ils sont technologiquement avancés. C'est la première nation électronique de la planète. Et pourtant, cher Champagny, dans la rue à Tokyo, les femmes, ils ont leur babouche de bois. C'est incroyable. Ils ont les deux au même moment. Ils ont gardé leur culture, mais ils sont modernes. Euh, le Japon a modernisé ses institutions tout en gardant une forte conscience nationale. C'est un point essentiel Mpangi pour tout peuple opprimé. La diaspora doit apprendre dans le monde, mais elle ne doit pas être absorbée par le monde. Elle doit revenir avec la compétence, non avec le mépris de son peuple. Charles Mpangi, si vous comprenez le game, le Japon s'est modernisé. Il a copié. Il a copié l'Occident. Il a bien copié. Il a lancé les bases de la Renaissance japonaise. Oui. Et aujourd'hui, nous allons maintenant parler de la Chine. Parce que, mes parents, je vous ai dit tout à l'heure, 3 cas pour que nous puissions nous comprendre. Bon, le réseau de confiance économique post-1978. Vous savez, la Chine offre un modèle très puissant de diaspora économique. Et on ne déconne pas avec. OK? Depuis les réformes lancées à partir des années 1978, les communautés chinoises d'outre-mer
la diaspora, ont joué un rôle important dans l'investissement, l'industrialisation, le commerce et l'ouverture internationale. Parce que la diaspora chinoise d'Asie du Sud-Est, de Hong Kong, de Macao, de Taïwan, de Singapour et d'autres régions a servi de pont entre la Chine continentale et l'économie mondiale. Mais les Chinois sont dangereux. Bon, Taïwan aujourd'hui, ils sont en train de négocier vraiment. Quand ils vont prendre Taïwan, ils vont passer à un autre niveau. Mais il est clair que selon une publication de la Banque mondiale sur les diasporas et le développement, la diaspora chinoise a été fortement impliquée dans l'essor économique chinois, avec une estimation selon laquelle 70% des investissements étrangers reçus de la Chine provenaient des membres de la diaspora chinoise. Donc, vous voyez que la Chine a créé des zones économiques spéciales, notamment à Shenzhen, pour ceux qui connaissent un peu la Chine, pour attirer les capitaux, les technologies, les compétences managériales, les réseaux commerciaux. La Banque mondiale souligne également que la diaspora chinoise et les investissements directs étrangers chinois ont joué un rôle important dans le succès des zones économiques spéciales en apportant le capital, la technologie, la compétence de gestion, d'apprentissage industriel et capacité manufacturière locale. Shenzhen en Chine et Zulampangi illustre cette transformation d'un petit territoire frontalier. La zone est devenue un immense centre industriel, technologique, financier et logistique. La Chine, mais Zulampangi, a bénéficié d'un élément stratégique, la confiance culturelle. Oui, les investisseurs chinois d'outre-mer, de la diaspora, connaissaient la langue. Parce que les Chinois à l'étranger parlent chinois. Même quand ils viennent à New York, ils parlent chinois. Même quand ils sont à Montréal, ils parlent chinois. Même lorsqu'ils sont à Tokyo, la communauté chinoise de Tokyo parle chinois. Tu n'as rien à faire. Les codes sociaux, les familles, les régions d'origine, les réseaux commerciaux, les habitudes, les négociations, tout cela, ils vont avec dans la diaspora. La terre d'origine les reçoit et ce capital-là qu'ils ont à l'étranger de confiance a permis de réduire les coûts d'information, de contourner certaines incertitudes institutionnelles et de faciliter les premiers investissements chez eux. William Pangui, une recherche sur les réseaux diasporiques et l'investissement étranger en Chine souligne que les premiers investissements directs étrangers furent largement portés par la diaspora chinoise de Hong Kong, de Macao, de Taïwan et d'Asie du Sud-Est, souvent concentrés dans les régions côtières, en contact avec l'Occident, lié aux origines ancestrales de ces communautés. Pierre Nampangui, vous comprenez donc avec bonheur qu'aujourd'hui, quand vous arrivez à Macao, à Shenzhen, la Chine est de loin supérieure à l'Occident. Et pourtant, tout ce qu'ils ont chez eux, ils l'ont d'abord copié à l'Occident, ils l'ont perfectionné, amélioré, ils sont revenus chez eux et vous connaissez la suite. Donc, la diaspora chinoise a aussi servi d'interface commerciale. C'est la première puissance commerciale de la Terre. La première année, il n'y a pas quelques jours là, il y a une semaine seulement, 2 semaines, Pépé Trump est parti pleurer là-bas devant Xi Jinping. Vous comprenez le game, comment ça se joue aujourd'hui. Le pays qui était tapé, le pays qui était dominé est devenu maître du circuit. La Chine a aidé, la diaspora chinoise a aidé la Chine continentale à exporter, à importer. C'est la diaspora qui reçoit, la diaspora qui distribue, comprendre les marchés étrangers. Ceux du territoire travaillent, on voit, c'est ceux de l'étranger, ceux de l'étranger distribuent au niveau national de pays d'accueil. Aujourd'hui, les Chinois achètent la France. Des champs de vignes achetés par les Chinois. Laissez tomber, c'est chaud. Demain, les Chinois vont parler, les Français vont parler peut-être chinois. Et pourtant, en charge d'un Paris se passe devant nos yeux. Donc, établir des chaînes de production, les Chinois savent faire. Mais ils l'ont appris en Occident. Aujourd'hui, les Chinois veulent fabriquer les voitures en Europe, en Occident, en France. Les Français vont travailler pour les Chinois. Ils seront maintenant les esclaves des Chinois. Le game est compliqué, puisqu'en effet, la diaspora chinoise est consciente que la Chine, c'est leur nation d'origine, alors que ceux qui gèrent le game sur le terrain sont parfois nés en France, sont français, mais le Chinois peut naître sur la Lune, il va rester chinois. Vous comprenez? Il n'est pas comme un Africain, lorsqu'il devient français, allemand, il oublie d'où il vient. La force chinoise n'a donc pas été seulement d'avoir une diaspora riche, elle a été de créer des dispositifs nationaux capables d'absorber l'argent, l'expérience et les réseaux de cette diaspora. Charles Lampangui, aujourd'hui, les institutions planétaires, ce sont l'OMS, pour ceux qui connaissent l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce,
allez voir la place des Chinois là-dedans, vous allez comprendre comment, pour prendre une décision, il faut qu'un Chinois décide. Ça devient intéressant. Donc, il existe donc les 7 conditions sine qua non, cher Zolampangi, du filtre de puissance. D'abord, la conscience historique, l'unité minimale, cher Zolampangi, l'éducation stratégique, l'organisation institutionnelle, la puissance financière collective, le lobbying diplomatique et le retour organisé, cher Pangui, sur le territoire national des pays. Donc, ici, Champangui, l'Israël, le Japon, la Chine, ces 3 modèles que j'ai pris comme exemple, chacun dans sa réalité, montrent que la diaspora devient une arme de transformation lorsqu'elle est reliée à une vision nationale. Alors, Mpangui, j'espère de tout mon cœur que vous comprenez le game, hein, vous comprenez le pourquoi de cette réalité. C'est un sujet très, très intéressant, cher Zola Mpangui, mais un sujet que le monde tout conscient doit cerner parce que sans connaissance, le monde ne peut pas s'échapper à cette réalité. Alors, je vais tout simplement, avec Zola, prendre un petit 5-10 minutes parce que le sujet est très intéressant, comme vous savez, mais j'aimerais vous faire rentrer sur le plateau. Je vois les Mpangui écrire. Venez sur le plateau Mpangui avec Zola pour que nous puissions en parler et clôturer cette séance et comprendre que l'Afrique a besoin d'une diaspora éduquée, une diaspora organisée, une diaspora solide. Et une nation qui n'a pas une diaspora consciente, cher Pangui, ce pays ne peut en aucun cas changer de cap dans son émancipation et sa structuration. Zola, Kese, Namayangi, Matondo Mameki. Alors, Pangui, vous avez le lien juste en bas. Le sujet, c'est quelle est la place de la diaspora dans la croissance d'une nation? Est-ce que vous pensez que vous qui m'écoutez, la diaspora, si vous faites partie de la diaspora, est-ce que vous pensez que vous êtes intéressant pour votre pays d'origine ou bien vous faites partie des Africains ou des humains qui fuient leur territoire pour se cacher sur le territoire des autres sans même prendre la place dans le nouveau territoire dans lequel vous êtes incarné? Parce que le but d'un être qui est dispersé dans le monde, c'est de s'installer dans son nouveau pays, de servir son nouveau pays, d'être puissant dans son nouveau pays pour bien impacter son pays d'origine avec Zola. Matondo Mamiki. Voilà. Le lien est posé en bas. Ceux qui ont le temps, la possibilité, venez sur le plateau pour que nous puissions en parler avec bonheur. Matondo Mamiki. Alors, il y a Mpangi Alfred ici qui est en ligne, qui écrit, qui nous dit l'exemple d'Israël est très complexe et problématique. Rien que l'histoire récente de Covid ou des guerres que nous connaissons, je fus un fanatique d'Israël assidu avant que j'ouvre les yeux. Le but ici, Mpang Alfred, pour moi, n'est pas d'attaquer la partie tordue des pays. Ce que je voulais vous montrer seulement, même quand un pays est tordu, je voulais vous montrer que sa diaspora est à l'origine de cette puissance de distorsion de la réalité. Voilà. Donc, oui, moi, je suis fanatique d'aucun pays, je suis fanatique de Mama Wandombi, mais il est très clair de comprendre qu'en effet, il y a des pays, même quand ils sont dans le mal, ils sont bien organisés dans le mal. Nous-mêmes, dans le mal, on n'est pas organisés. Donc, pour vous dire qu'en effet, ni organisé dans l'ordre, ni organisé dans le désordre, shintaorisé tout simplement. Vous voyez? Voilà. Donc, il ajoute aussi, il faut examiner cas par cas, car dans certains pays comme le Sénégal, le Cameroun, leur diaspora a un impact réel sur le pays. Excusez-moi, si je commence, alors il est rentré, c'est bon. Si je commence à vous mettre le PIB des pays, ici, vous allez halluciner. Je ne vous parle pas, là, rien ne marche en Afrique. Alors, il est où, papa? Pas Alfred. Moi, tu pas Alfred. Allô? Pang Alfred, est-ce que tu m'entends? Bonjour, papa, tout moi. Mbote, papa. Oui, allô? Oui, je t'entends très bien. Je pense que tu me Ok. reçois avec un retard. Ah, il y a un retour. Et si tu as un YouTube ouvert, essaie de Oui, fermer le YouTube. Oui, oui, pour que tu restes seulement sur la plateforme. allô, allô? Ok, Là, je t'entends. ok, merci. Ok. Est-ce que Oui, tu m'entends? oui, je t'entends très bien. Tu Bon, m'entends? on est parti. Au lieu que tu listes tes questions, tu es là toi-même. Qu'est-ce que tu nous parles? Tu nous dis. Oui. Oui, bon, en gros, c'est un sujet, évidemment, comme d'habitude, très, très intéressant. Enfin, le tableau est vraiment, comment dirais-je, carré. Surtout les dernières recommandations que tu donnes, évidemment, c'est ce qu'il faut faire, ou c'est ce qu'on devrait faire, ou ce qu'on va faire, en fait. Moi, j'y crois. Et on a commencé déjà, évidemment.
Mais bon, voilà, j'interviens juste pour un peu apporter un peu de quelques remarques, tout simplement. Mais ceci dit, c'est pas effectivement comme tu viens de le dire. Tu as utilisé une bonne expression. On n'est pas même organisé dans le MAC. Donc, ceci déjà répond à toutes mes questions que j'ai Oui, mis. oui, parce que papa, Alfred, Oui, Alfredo, le but ici là, c'est de ne pas dire oui, lui il est méchant, lui il n'est pas gentil, lui mais non, c'est-à-dire qu'en effet, le but est de dire tout simplement que les peuples comme le peuple d'Israël, en fait le pays d'Israël, le Japon, la Chine, leur diaspora, la diaspora chinoise, la diaspora juive, la diaspora japonaise sont des diasporas conscientes que la puissance nationale vient des efforts de ces diasporas à l'étranger. oui, 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 Parce oui, tout à qu'aujourd'hui, fait. si la Chine est devenue première puissance commerciale, tu seras Oui, d'accord avec moi parce que sa diaspora a facilité la transaction technologique de l'Occident vers la Chine, ou oui, bien la Chine fabrique, ils envoient sa propre diaspora, la diaspora prend la marchandise qui a été envoyée, distribue. Ils ont confiance les uns les autres. Les Chinois oui. t'envoient la marchandise en France, la diaspora chinoise de France récupère la marchandise, distribue la marchandise dans toute la France, prend de l'argent, renvoie en Chine. Ben, je t'assure, papa Alfredo, lorsque un Congolais prend de l'argent en Afrique, il envoie à l'Occident, ou bien lorsqu'un Congolais prend l'argent en France, renvoie au Congo, l'argent disparaît en route. Oui, 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 tout à fait. Je suis vraiment d'accord avec toi. Donc, moi, Bon. c'est un petit témoignage, mais triste, bien sûr, donc, dont je voulais évoquer. On dirait que c'était un problème vraiment d'ordre presque structurel ou dans l'ADN, presque, hein, parce que nous fonctionnons effectivement de façon inconsciente. Je le vois dans nos communautés, peut-être pas toutes les communautés, mais en gros, on est dans ces, plus ou moins comme ça. Je me rappelle bien, moi, ça fait 20 ans, ça fait plus de 20 ans, je suis ici en Belgique, au quartier Matongue à Bruxelles. Donc, on avait des petits magasins congolais où donc, on achetait, tu vois, les produits magasins, les produits africains. Mais au fur et à mesure que les diasporas ont envahi donc Bruxelles, donc c'est plutôt donc ces magasins, au lieu de se structurer, au lieu d'augmenter les stocks et puis prendre les gros magasins, donc les stocks suffisants pour attirer la clientèle qui vient. Donc je vais dire donc les Congolais ou en tout cas les Camerounais ou Tourbaza, ce sont les Libanais, ce sont les autres, je ne sais pas moi, qui vendent ces produits justement importés d'Afrique. Donc je ne te dis pas. Et ça, c'est vraiment tout. J'ai observé chaque fois que j'arrivais ou je vais à Bruxelles, c'est la tendance que j'ai eue. Et dernièrement, figure-toi, je suis allé dans un petit magasin de coiffure, donc j'ai amené mes enfants là-bas. Et puis dans le même petit magasin, mais je ne te dis pas l'organisation là-bas, la propreté, ça, tu peux t'imaginer tout simplement. Mais j'avais pris même des photos, j'ai posté quelque part, mais bon, on a commenté. Mais donc, pour te dire quoi, ce que j'allais dire, c'est que même donc, les Chinois, j'ai trouvé dans la petite boîte, donc la chambre, vraiment, il y avait un Congolais qui coiffait mon fils. Et puis, en face de moi, il y avait un Chinois avec une Congolaise. Bon, je suis désolé de dire, enfin, une Noire, je vais dire comme ça, puisque je ne sais même pas si c'est une Congolaise, vraiment, mais bon, bref. Et puis, il lui faisait les ongles, tu vois, il mettait les ongles. Donc, le mec, il avait ses ongles qu'il mettait, qu'il essayait, qu'il mettait encore, il lui faisait les ongles, il avait son masque, il était en train de le faire. Donc, il avait pris sa petite chaise, il est venu, je ne sais pas, ils se sont convenus, je pense, où ils partagent le loyer, mais ils font les ongles. Donc, et puis, j'ai fait le tour dans tous les magasins en haut qui sont en étage, et puis en bas, il y en a plein. Tu vois? Et donc, je me suis dit, dans une année déjà, ils vont commencer même à apprendre à faire les tresses et tout simplement. Là, il n'y aura plus personne qui va pouvoir nous... on va pouvoir même... on ne va pas pouvoir se tresser donc nous-mêmes. Donc, ça sont des parts de marché prises par les gens qui sont conscients, qui regardent de trop loin. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment la solution pour te dire vrai, sauf que je constate ça. Et puis ça, c'est depuis les années. Et ça, je te parle de Bruxelles, de Matongue, mais dans les autres petites villes aussi. Et parfois, donc, je me dis, bon, ok, je vais dépenser mon argent là-bas, mais bon, parfois, quand ça marche, et puis quand ce n'est pas possible que j'aille là-bas, je vais justement dans les magasins ordinaires, quoi. Donc, bref,
C'est un tableau qui n'est pas trop réjouissant. Je m'arrête par là-bas, même si je suis conscient que je devrais faire quelque chose. Par contre, un petit mot quand même pour la diaspora. En tout cas, je vais parler pour ce qui me concerne. Je sais que au niveau budget, au Rwanda reçoit plus des aides de la diaspora. En tout cas, les flux financiers de la diaspora dépassent de loin les aides, disons, des pays. Donc, je n'ai pas de chiffres dans la tête, mais dernièrement, j'avais fait vérifier. Je peux te rassurer que donc la diaspora, toute confondue, donc je t'évite encore nos petites guéguerres. Oui, mais tu te souviens, la fois dernière, on avait parlé avec toi, Oui. on était en train de dire qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai que les médias exagèrent puisque les médias sont manipulés par les forces, mais on est d'accord que parmi les pays africains, les 54 États, un pays comme le Rwanda est présenté comme l'exemple d'un meilleur élève que les autres pays africains. C'est vrai que tu me montrais un peu des déficits dans le fonctionnement, mais tu seras d'accord avec moi que la diaspora rwandaise est l'une des diasporas les plus conscientes de la diaspora africaine extérieure, en fait, de la diaspora des pays africains, même si tout ne marche pas convenablement. Ce que j'essaie de te dire la fois dernière. Oui, je te raccorde. Je te raccorde pour faire ça. J'étais à Kigali. Je ne sais pas si tu as déjà fait un tour à Kinshasa. Lorsqu'on est parti avec ma femme à Kin, papa, tu peux taper 4 heures, 5 heures d'embouteillage. Mais il n'y a pas d'embouteillage. Hein? C'est-à-dire qu'il y a une voiture qui a coupé la route en horizontale. Tu vois, une voiture qui sort de... Donc, mais on a 4 heures de blocage. On a vécu des choses à Kin. Mais je suis parti à Kigali. C'est vrai que ce n'est pas la même taille de ville. Mais l'ordre cognitif est d'une importance capitale. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, la discipline a été imposée au Rwanda. J'ai vu des frères me disent à Kigali que tu as 3 mois de prison lorsqu'on t'attrape avec un sachet à Kigali, au début, là, il te tapait 3 mois de prison. Oui, tout à fait. Tu vas acheter le pain, mais chez nous, à Brazzaville, il y a des poubelles partout remplies de sachets. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est ceci. Une diaspora a pour but non pas seulement d'envoyer l'argent, comme on a vu tout à l'heure. Une diaspora a pour but de prendre le pouvoir, de s'installer dans le pays d'accueil. D'abord. C'est-à-dire que papa Alfredo, le but n'est pas individuellement d'envoyer l'argent à sa famille. Parce que ce que nous faisons, nous, c'est souvent ça. On envoie l'argent à la famille. La diaspora n'a pas ce rôle-là seulement. C'est pour ça que, tu vois, ici, par exemple, sur le plateau, l'architecture en 10 pliés. C'est-à-dire le Conseil mondial. Imagine que toi, tu es en Belgique. Est-ce que le Rwanda, en Belgique, a le Conseil, l'association des Rwandais de Belgique? Et l'association des Rwandais de Belgique a un fonds. Tu vois? A un fonds. D'abord, un registre de compétences. On sait que si le pays a besoin d'un ingénieur, en Belgique, l'organisation rwandaise de Belgique dit au pays, attendez, nous avons le meilleur ingénieur en bâtiment en Belgique. Tu vois, le pays dépend de sa diaspora. Oui, c'est ça. Donc, on n'est pas vraiment organisé dans ce sens-là. Le pays ne peut pas inventer les intellectuels, papa. Le pays ne peut pas inventer les médecins. Le pays ne peut pas inventer les électroniciens. Nos pays sont en retard. Donc, il faut aller puiser dans sa diaspora. Mais si cette diaspora est au service des Chinois, des Indiens, des Pakistanais, comme on voit dans les restaurants partout en Occident, et que nous sommes que des travailleurs boulot, métro, dodo, qu'est-ce qu'un travailleur boulot, métro, dodo va apporter à une nation? Ce n'est pas l'argent que quelqu'un envoie à sa famille qui va sauver la nation. Est-ce que tu me comprends? Oui, je te comprends tout à fait. Mais figure-toi que même, vraiment, si tu constates, si tu regardes les statistiques, donc, soit des réfugiés ou des réfugiés économiques ou politiques, en fait, il y a une fuite de cerveau qui n'est pas possible. Donc, moi, je te dis parce que je connais des cas. Donc, j'ai plein des amis, des jeunes étudiants, des jeunes diplômés, des informaticiens qui quittent le pays. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, bien entendu. Encore une fois, je t'épargne les détails. Mais malheureusement, c'est ce que je constate, c'est ce que je vois tous les jours. Et moi-même, donc, OK, les petits projets qu'on essaie de faire, en fait, j'ai mis le commentaire. Donc, il y a plein de gens qui ont essayé d'aller investir au pays, voire même descendre vraiment au pays, tâter le terrain, tout le bazar là. Les expériences, on va dire 50-50. Donc, voilà, pour être un peu positif. Donc, il y a là, parfois ça marche, mais il y a des défis encore. Donc, peut-être que le temps n'est pas encore arrivé. Oui, non, alors, moi, je vais corriger quelque chose. Oui. Est-ce que lorsque les gens rentrent au pays pour investir, ils vont dans un cadre privé, égocentrique, capitaliste, ou bien ils fonctionnent comme une diaspora qui descend pour investir en coopération avec la nation? Parce qu'il y a deux choses, papa Alfredo.
Une personne qui quitter la Belgique, il vient ouvrir son entreprise à Kigali, et il essaie de fonctionner à la Belge au pays, et le gouvernement dit, mais attends, ou bien même les membres de la communauté, de la société civile, les frères qu'il a laissés là-bas, les amis, il y a une jalousie naturelle qui peut exister. Il s'avère que ce que je suis en train de dire ici, c'est la capacité de ne pas rentrer comme une petite souris dans la petite porte, mais de rentrer par la grande porte. Parce que papa Alfredo, si tu organises une diaspora en Belgique, rwandaise, des hommes d'affaires du Rwanda, avec un pouvoir d'achat, un fonds de souverain rwandais en Belgique, des milliards d'euros qui descendent à Kigali, je ne suis pas sûr que l'investissement sera refusé par la nation d'origine. Ce que j'essaie de dire, c'est que lorsqu'on sort du pays, souvent nous oublions que lorsque nous sortons de nos pays, c'est pour aller faire de sorte d'être puissant pour permettre à la nation d'origine d'être impactée. Nous, on fuit parce qu'on se dit, ça ne marche pas. Mais pourquoi veux-tu que ça marche? En fait, moi, je pose des questions souvent aux gens, papa Alfredo. Pourquoi veux-tu que ça marche d'abord? Les gens me disent que non, en Afrique, ça ne marche pas. J'ai dit, mais en fait, on est foutu, quoi. Pourquoi veux-tu que ça marche? Parce que pour que ça marche, il faut que papa Alfredo pose la pierre. En fait, nous pensons que les autres vont travailler à notre place. C'est une anomalie. Les gens pensent que non, ça ne marche pas. Je suis parti parce qu'il y a un problème d'eau, il y a un problème d'électricité. Mais c'est vraiment être enfantin. C'est pas possible. Parce que les autres pays ont été transformés par les membres de la diaspora. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte que ça ne marche pas parce que ceux qui ont appris comment faire ne font pas. Ceux qui sont partis ne veulent pas faire. Vous pensez que celui qui est resté sur le terrain, il comprend la purification de l'eau potable? Est-ce que vous pensez que celui qui est resté comprend ce que vous comprenez? Oui, oui. Oui, je te comprends tout à fait, mais d'où je suis positif quand même. Il y a des signes ici et là vraiment qui marchent. Et il y a des projets aussi qui marchent. Donc, il y a des projets financiers, il y a des coopérations, il y a des gens qui vont des va-et-vient. C'est vrai, c'est pas encore peut-être au niveau où on espère. Mais j'espère bien que ça va. Voilà, c'est ça. Papa Alfredo, tu restes là. Il y a 2 paris qui sont restés. On va les prendre et puis je reviens sur toi. Matondo, papa. Matondo, papa. Mpangi Nyonzi Mbote. Mpangi Nyonzi, le micro. Alors, Mpangi Nyonzi, je ne sais pas si tu m'entends. Allô? Bon, puisque Mpangi Nyonzi ne prend pas la parole, Mpangi Jason Mbote. Vous m'entendez? Ah, là, c'est qui? Wanji. Ah, Mpangi Nyonzi Mbote, maman. Comment tu vas? Je vais bien, tout moi, merci. Et vous-même? Magnifique, maman. Maman, tu as la parole. Le sujet aujourd'hui, c'est la diaspora, maman. Oui, ça, c'est un sujet vraiment très, très capital, comme tous les autres sujets d'ailleurs traités à l'école. Et c'est assez complexe en même temps parce que c'est vrai que la diaspora africaine, elle n'est pas organisée, n'est pas structurée du tout. Et nous, on a ce problème-là. Moi, je parle de moi, par exemple. On a, en tant que diaspora, on a essayé de mettre en place des structures pour pouvoir se développer et développer la communauté déjà ici et sur le continent. Mais on a vraiment cette difficulté parce que la diaspora, déjà ici même, tout le monde ne comprend pas l'enjeu. Ils ne comprennent pas qu'il faut qu'on soit bien ici, qu'on puisse se structurer, s'organiser ici, être puissant ici déjà, avant d'aider sur le continent, avant d'aller apporter notre soutien pour construire le continent, comme tu viens de le dire. Et je pense que c'est là le problème. Le problème est à ce niveau-là. Et c'est très, très compliqué de faire comprendre ça à nos confrères qui pensent toujours que il faut envoyer de l'argent au pays, il faut juste envoyer de l'argent aux gens, créer des structures avec des gens au pays. C'est aussi très difficile de travailler avec ceux qui sont restés sur le continent parce qu'ils ne suivent pas, ils ne comprennent pas. Bon, et c'est vrai qu'on n'a pas, suite à ta dernière intervention, on n'est pas encore descendu comme une puissance en groupe, par exemple, pour pouvoir développer des projets là-bas. Et c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Mais sauf que, papa, combien de personnes comprennent cela? Comment est-ce que nous, ici, on va s'organiser pour créer cette puissance-là? Puisque les gens, on a encore peur de nous les uns et les autres.
C'est ça la difficulté. On comprend bien quand tu viens sur le plateau comme ça, tu dis des choses, Oui. tout le monde comprend, on est d'accord, mais l'action ne suit pas, papa. Mais maman Nyanji, je vais vous Oui. dire quelque chose. Vous savez, maman, vraiment ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi à 100%, maman. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, lorsqu'on vient à l'étranger, maman Nyanji, tu arrives en Occident, ton but à toi, c'est de t'installer là où tu es venu, de pouvoir construire une nouvelle vie et d'avoir une meilleure vie et d'être meilleur que ce que tu étais chez toi. C'est ça le but même. C'est pour ça qu'il y a une partie de toi qui est partie. C'est difficile de laisser sa famille, laisser ses frères, ses soeurs, ses cousins, aller loin du continent. Mais une fois que tu arrives de l'autre côté, dans un autre pays moderne, tu ne peux pas jouer, maman. Tu dois frapper dur. Frapper dur veut dire tu t'installes mère. D'abord, tu t'installes. Moi, je vois des gens 2 ans, 3 ans. Ah, je vais aller investir en Afrique. Je dis, mais les gens se moquent de la vie. C'est pas parce que tu as 5 millions d'euros, 5 000 euros ou bien 5 millions de francs CFA, les gens pensent qu'ils ont réussi la vie. Mais maman, l'Afrique, c'est la jungle. C'est-à-dire que toi et moi, on connaît, on est né là-bas, maman. Mais l'Afrique, ce n'est pas un jeu. Une personne qui est dans la misère, une personne qui est dans la souffrance, ne voit pas le même monde que celui qui arrive à se nourrir, maman. C'est une réalité. Lorsque maman Nandi arrive à l'étranger, il doit savoir que ses frères, même père, même mère, restés sur le continent, ne voient plus le même monde que toi. Qu'on veuille ou pas. Une personne qui vit au Japon, une personne qui vit au Luxembourg ne peut pas avoir la même vie que quelqu'un qui est à Kinshasa, à Yaoundé, à Brazzaville. Ce n'est pas possible. Parce que chez nous, maman, il y a dit, problème de courant, problème de l'eau, problème de l'hôpital. Quelqu'un qui tombe malade au pays meurt. Quelqu'un qui tombe malade, maman, l'eau n'est pas potable. Coupure de l'électricité, délestage chaque jour. Lorsque maman Nyandi arrive en Occident, tu ne vis plus ces réalités-là. Tu ne vis plus ça. Tu as de l'eau, tu as l'hôpital, tu as ce que j'appelle un système installé, maman. Je ne dis pas que l'Occident, c'est le paradis, mais tu as un système. Une fois que maman Nyandi comprend qu'elle a un système, elle doit maintenant frapper pour s'installer, c'est-à-dire avoir des devises. Tu vois, maman, tu dois avoir des devises. Pourquoi? Parce que tu n'es pas venu sourire avec eux. Tu n'es pas venu rire avec eux. Tu es venu conquérir les terres. En fait, moi, je comprends. Alors, ce que tu viens de dire, oui, mais parfois les autres ne comprennent pas. Maman Nyandi, est-ce que c'est obligé que tu lances une entreprise est-ce que tu es obligé de faire travailler les gens de ta communauté? C'est l'erreur que vous commettez. Maman, c'est l'erreur que vous commettez. Moi, je vais vous parler des choses que j'aime, mais certains ont fait une dépression. C'est-à-dire que tu peux acheter l'hôtel. Au Canada, tu achètes l'auberge, tu achètes les hôtels. C'est-à-dire qu'il n'y a que des gestionnaires qui savent qui est le boss. Mais tout le mécanisme, jusqu'au serviteur, le cuisinier, le quoi, ils ne te connaissent pas. Mais maman, il faut que vous changiez de mentalité, de mindset. Maman, tu es en France, tu achètes quelque chose, une entreprise, tu investis dans une boîte. Est-ce que tu es obligé de faire travailler les membres de ta communauté au début? Ce n'est pas important. Le jour que, on va dire que Nyandi est millionnaire en euros, milliardaire en euros, ta communauté va t'aimer même par intérêt. C'est pas que tu comprends ce que je veux dire, maman Nyandi? Oui, je comprends, papa. Mais là, tu peux mieux les impacter, mère. C'est-à-dire qu'en fait, regardez, une communauté, la nôtre, par exemple, est détruite, maman, par l'esclavage, la colonisation. Tu connais bien la difficulté que nous avons. Travailler avec quelqu'un qui n'a pas les moyens, maman, c'est créer une jalousie autour de soi. Il faut bien comprendre qu'une communauté proche de soi, nul ne profite chez lui, que ce soit dans la diaspora ou à l'étranger. Ce qui veut dire que tu dois avoir une structuration mentale. Tu fais travailler les membres de ta nouvelle nation. Maman, tu arrives en France, en Belgique, tu deviens belge, comme papa Alfredo. 20 ans de Belgique. Il est belge. Il peut faire ce qu'il veut. Il est né au Rwanda, il est belge. La mentalité de papa Alfredo n'a plus rien à voir avec les gens du terrain au pays. C'est une réalité, maman. Nous changeons, nous mutons. Maintenant, il faut que papa Alfredo, en tant qu'homme d'affaires, s'installe dans ce pays d'accueil. Ça ne sera pas facile. Mais voilà pourquoi je vous ai toujours dit, vous n'avez pas besoin d'être visible. Il y a des structures en France qui appartiennent aux Chinois, maman. Les Chinois ont acheté des tabacs, acheté des centres en France
Les gens parfois ne savent pas que le patron est chinois. Il y a des aéroports en France qui appartiennent aux Chinois. Il y a des villes, maman, qui appartiennent aux Chinois. Le Chinois vit à Pékin. Il a acheté des villes en France. C'est ce que j'essaie de vous dire. Tu comprends, maman, Alfred, maman Nyandi? Oui, papa, je comprends bien, je comprends, c'est très intéressant, je comprends ce que tu dis, papa. Il faut que tu changes, maman, la manière de faire. Tu n'as pas besoin que les gens sachent, ah oui, il faut travailler avec les autres de la communauté. Non, 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 non. Ta communauté a besoin d'un être puissant. Si tu arrives à avoir le pouvoir financier en relation avec les gens du territoire, le pays d'accueil, maman, oui, un jour, tu vas recruter les membres de la communauté. Mais il faut que tu atteignes d'abord la maturité financière qu'il faut. Tu n'as pas besoin que ta communauté soit informée, maman. Tu n'as pas besoin, je dis bien. Maintenant, le pays, maman, une fois que tu es puissante, une fois que tu es assise dans le pays d'origine, une fois que tu as les partenaires, tu peux aller investir en Afrique. Moi, on dit qu'est-ce qui va t'empêcher d'aller investir en Afrique? Parce que tu as le pouvoir financier. L'homme le plus riche d'Afrique s'appelle Dangote. Maman m'a dit, tu tapes sur Internet les partenaires de Dangote, tu verras, il n'y a aucun Africain dedans. Je répète encore, hein, maman. Dans le groupe de conseil de Dangote, là, Dangote Group, mère, il n'y a aucun Africain du continent dans son groupe à lui. Et pourtant, c'est l'homme, le noir, le plus puissant de la Terre. Va voir dans son groupe, tu vas voir les Indiens, les Juifs. Pourquoi il ne met pas les Africains dedans? Mais est-ce que l'œuvre de Dangote n'impacte pas le continent? Si. À Brazzaville, chez moi, il y a Simon-Téric Dangote. Au Cameroun, chez moi, à côté, il y a Simon-Téric Dangote. En RDC, il y a les travaux de Dangote. Vous avez la Dangote au Nigeria. Le pétrole aujourd'hui africain vient de Dangote. Et pourtant, dans l'organisation du groupe Dangote, il n'y a aucun noir africain. Vous devez vous poser la question, pourquoi il n'a pas recruté les Nigérians? Il y a quand même des Nigériens intelligents. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça, maman. Notre erreur à nous, en tant qu'Africains, c'est ça. C'est que lorsque tu es dans la diaspora, tu vas travailler avec les gens de la diaspora, de chez toi, de ton groupe ethnique au début, mais surtout des Africains. Mais maman, c'est l'autodestruction. Ils vont te faire du mal. Il y aura de la jalousie. Lui, il a réussi. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Et ça commence. Non. Tu as des entreprises, tu as des activités, tu deviens puissant. Après, tu parles à ta diaspora. Tu parles à tes compatriotes. Ils vont dire, le monde a dit, là, mais elle est puissante, hein, elle fait de l'import-export, Guangzhou, Kinshasa, comment elle fait ça? Là, tu es déjà loin, mère. Là, tu peux parler maintenant à tes frères pour dire, bon, et venez, je vais vous enseigner comment je fais. C'est ça, en fait, maman. Oui, ça, c'est ce qu'on oublie et c'est vrai que c'est ce qu'on fait. On veut d'abord, on commence toujours à dire, on va intégrer les nôtres quand on commence. Et c'est vrai que quand on commence avec les nôtres, ça n'aboutit pas toujours. Maman, ça crée des dégâts que tu connais. Oui, tout à fait. Mais attends, il y a 2 semaines, maman m'a dit, je lui ai dit, moi, je vais au Congo, je vais à Brazzaville, parce que j'avais mis en place un cabinet qu'on appelle Vision Métrique. J'ai gagné un marché de la Banque mondiale pour la formation de 7000 jeunes à Pointe-Noire au Congo-Brazza, payé par la Banque mondiale. Mais quand moi, je rentre au pays, maman, pour mon cabinet, c'est-à-dire que c'est mon cabinet avec mon épouse. Il n'y a pas quelqu'un de la diaspora. C'est moi le boss, je suis le PDG. Ça veut dire que maman, quand je rentre avec le paiement de la Banque mondiale, c'est en millions. Hein. Tu connais comme quand la Banque mondiale paye des projets comme ça, c'est beaucoup d'argent. Les gens mes amis à moi, qui m'ont vu à Brazza, quand je suis rentré là, ils m'ont dit, mais il y a un mois que tu es venu enseigner à l'université, qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit, j'ai gagné un marché de la Banque mondiale, là, donc je vais les gérer. Mais il faut que tu me prennes comme formateur, c'est où? C'est-à-dire qu'en fait, là, à ce niveau-là, c'est moi le patron. C'est-à-dire qu'on est amis, mais il va négocier, pas comme son ami. Comment ça dit, mais toi aussi, tu as dit pour moi comme un travailleur, hein, je vais donner un peu. Et là, je suis même capable de dire à quelqu'un de la diaspora, bon, écoute, tu dois former les jeunes. Parce que maman, j'ai un pouvoir financier, j'ai gagné un marché Banque mondiale. Donc, je vais faire travailler ma communauté. Tout à fait. Ouais. Donc, je vais dire quelqu'un qui est à New York, allô, qu'est-ce que tu fais là-bas? Oh, je galère. Hey, reviens enseigner ici. Parce que j'ai gagné un marché Banque mondiale. En fait, le problème avec nous, c'est quoi? C'est qu'on va dire, on va travailler avec les autres. Il faut voir le niveau de conscience, maman Nyandi. Est-ce que tu me comprends, mère? Oui, je comprends, papa. Je comprends parce qu'en même temps que tu parles, ça tourne dans la tête. On voit un peu les choses qu'on a eu à faire et qui n'ont pas vraiment abouti et la vision du futur. Oui, tu ne peux pas travailler avec des gens si le niveau n'y est pas, le niveau de conscience, je dis bien. Fais d'abord, deviens puissante.
Mais maman, installe-toi dans le pays d'origine. Tu as des enfants qui sont nés en Occident, maman. Je prends ce cas-là, par exemple. Les enfants ont grandi en Occident. Et maman, il faut les mettre dans les bonnes universités, dans les bonnes écoles, dans les bonnes structures. Oh non, moi, je suis d'origine camerounaise, donc mes enfants doivent aller au Cameroun, maman. Ils doivent aller au Cameroun comme des boss. Mais maman, tu connais la réalité. Nous, on est compliqués comme peuple. Mais nous, on fait quoi? On torture nos enfants à l'étranger, ils ratent des études à l'étranger parce que, ouais, mais bon, il faut qu'ils investissent au Cameroun. Mais ce n'est pas possible. On n'investit pas au Cameroun, on n'est pas puissant. Mais c'est pour ça que les gens se cassent la gueule. Maman Niandi, regarde toi-même. Si maman Niandi, tu consacres ton argent pour l'éducation de tes enfants, et tes enfants sortent des grandes écoles occidentales, et que ton enfant, vous lancez une boîte de famille en Allemagne, en France, en Belgique, mère, quand tu vas dire je vais aller investir au Cameroun, c'est le ministre camerounais qui va te recevoir. Tu n'es plus n'importe qui, mère. Tu ne rentres pas comme un petit investisseur qui sera grimacé par les villagers du quartier. Ça, c'est vrai, papa. On Ça, est c'est trop vrai. pressé, mère. On est trop pressé. On échoue en Occident et on échoue sur le continent. Où est la logique? Il n'y a pas de logique. Surtout en ce qui concerne l'éducation des enfants, c'est vrai que ça, c'est aussi un sérieux problème que nous, on a ici avec les enfants qu'on vient parfois avec, ou bien qu'on accouche ici et on a du mal à les suivre. Et finalement, on échoue, nous-mêmes, nos enfants échouent. Et là, on a encore même, je peux dire quoi, on n'a même plus envie de rentrer parce qu'on aura échoué sur toute la ligne. Et ici, nous-mêmes, et les enfants, et sur place, on n'a pas pu. C'est impossible de retourner et de même d'investir dans ce cas-là, papa. Voilà pourquoi il faut être stratégique. Il faut faire des Mhm. choses par étapes. Tout Il faut à fait. d'abord se dire que lorsque tu arrives ici, dans le pays des autres ici, maman, tu t'installes. Or, Ouais. nous, on veut déjà repartir. À peine arrivé. Oui, mais après d'arriver, oh, c'est dur. Mais c'est pas possible. Tu viens d'arriver et qu'il pleuve, qu'il neige, nous comprenons bien que ici, le système est meilleur que nos systèmes à nous. On est d'accord? Le Oui, système on est dans tous les d'accord. domaines. Donc, profitons que les enfants puissent avoir accès à ce système-là avec la canalisation de maman Nyanji. Tu les dresses bien, tu les conditionnes. Parce que tu es là derrière eux, les enfants étudient, les enfants s'en sortent, les enfants ont des moyens, les enfants sont stables. Après, et toujours, tu parles la langue du pays, tu les parles du pays, tu les amènes en vacances de temps en temps, mais tu sais bien que tu deviens quelqu'un qui est au même moment du pays d'accueil, au même moment du pays d'origine. Tu travailles sur les plans, sur les deux plans. C'est de ça dont j'aimerais vous faire passer comme message aujourd'hui, les Mpangé. Arrêtez de vous faire mal, de vous dire que vous ratez ici et vous ratez là-bas. Ce n'est Ouais, pas logique. c'est pas logique, papa. C'est pas logique. C'est Ça, pour c'est cela vraiment qu'il faut pas faire des logique. choses dans votre secret, maman. Tu essaies d'abord de changer la vie de ta vie. Tu atteins un niveau de maturité et l'Afrique devient un terrain d'investissement. Parce que maman, tu n'es plus pareil. Mais si tu rentres en Afrique et vouloir être au niveau des autres qui ne sont pas sortis, vous allez vous débattre. C'est la jalousie, c'est la colère, c'est des conflits. Ben, on a raté quelque chose là, c'est pas possible. Les Chinois, quand ils rentrent chez eux, ceux du terrain les respectent. Les investisseurs américains chinois, français chinois, les Russes chinois, les Allemands chinois, mais quand ils rentrent à Pékin, mais ils sont respectés parce que c'est pas leur ami. Ceux qui sont restés là-bas ont besoin des technologies allemandes. Lui, il est ingénieur. Il rentre pour transférer. Il y a une université qui est posée, il y a les structures qui sont posées, ils enseignent dans les universités chinoises. Maintenant, de toi, maman Nandji. Maintenant, le papa, merci vraiment pour ce Kaboula. C'est très, très intéressant. On va y réfléchir. On va revoir la stratégie, Oui, il papa. faut réfléchir, maman, il faut Maintenant. réfléchir. Matondo, maming. Mpangi Jason Bote. Mboten tout moi. Mbote, papa, comment tu vas? Ça va bien et toi? Oui, ça va très bien. Mais papa, le sujet est là. Hein? Oui, il est Hein? là et Il est là. Oui, dis-moi. oui, j'avais une remarque, mais en fait, bon, tu as répondu avec Maman Nandi, parce que c'est vrai que moi, je me disais que certes, il faut qu'on s'organise, la diaspora, entre nous, qu'on soit plus stable, plus solide avec des projets et que on ait une vraie stratégie pour le retour.
Mais je me disais en même temps que c'est compliqué parce que je trouve que le travail il était aussi à faire dans les deux sens, parce que ceux qui sont au pays, ils ont ces réflexes-là de toujours attaquer ceux qui rentrent parce qu'ils se sentent menacés ou il y a Non, une Papa sorte Jason, Papa de... Jason, avant que tu puisses avancer, on n'attaque pas quelqu'un qui est puissant. Non, justement, c'est ce que je dis, c'est que ça, c'est ce que j'avais en tête au début, mais après, j'ai compris Oui, ok. que, parce que oui, voilà, parce que naturellement, au pays, bon, les gens, ils sont un peu dans les basses, les énergies, donc voilà, le réflexe est d'attaquer tout ce qui est nouveau. Mais c'est vrai qu'il faut être beaucoup plus stratégique, beaucoup plus visionnaire et avoir le pouvoir, comme tu as dit, financier, qui amène un respect naturel. Et donc, quand on est à l'étranger, d'abord se construire, se consolider, vraiment grandir pour avoir une maturité, une stabilité, avant de songer à justement rentrer et investir au pays. Et à ce moment-là, quand tu rentres, comme tu as dit, hein, avec ce pouvoir financier que tu as en plus, forcément, en fait, tu t'imposes et personne ne peut rien dire et rien faire, quoi. Effectivement, Et d'où effectivement. l'importance je trouve surtout l'importance d'avoir en tête, parce qu'avant même d'avoir la vision, il faut avoir d'abord la mentalité pour comprendre que quand on veut construire quelque chose de grand, il ne faut pas se réduire à regarder autour de soi, c'est-à-dire son peuple, sa tribu. Non, il faut vraiment réfléchir en termes de compétences et qui a la même vision que moi, qui a la même mentalité, qui a les mêmes valeurs, et pour transcender ça, quoi. Au lieu de tout le temps répéter les mêmes erreurs en faisant confiance aux membres de sa famille parce qu'on veut les aider et qu'on veut faire les choses en famille pour leur donner une chance et au final on se fait trahir. Enfin, non, il faut réfléchir autrement, avoir une autre mentalité et comprendre que on avance avec ceux qui ont les mêmes valeurs que nous et pas Mais avec ceux qui je vais te sont... prendre, Papa Jason, pour ne pas te couper. On va prendre un exemple simple. Tu connais Apple, non? Oui, oui. Ok. Quelle était l'origine de... Bon, je vais prendre par exemple Steve Jobs. Il était de quelle origine? Il était américain, n'est-ce pas? Ouais. Blanc, n'est-ce pas? Mhm. Tu sais qui dirige Apple aujourd'hui? Donc Steve Cook, il a démissionné, je crois. Là, je sais plus. Je sais pas. L'actuel directeur de Apple, c'est qui tapait sur Google. Moi, j'aimerais vous montrer comment les autres fonctionnent. C'est-à-dire qu'en effet, lorsque les autres fonctionnent, papa, les programmes de Apple sont américains, iPhone, le programme américain, la production matérielle est chinoise, tout est fabriqué en Chine, comme tu sais. Mhm. Et qui est le patron actuel, le PDG de Apple? Là, je vois Tim Cook, hein. Oui, c'est Tim Cook, actuel. Oui. Mhm. On est d'accord? Oui. Avant Tim Cook, qui était le président de Apple? Oula, euh, Alors, attends, je vais checker avec toi. Voilà, je l'ai devant moi ici. Alors, c'est peut-être même mieux avec, si on prend par exemple Google. Parce que quand tu prends Google, actuel PDG de Google, mhm. il faut que je vous montre quelque chose. L'actuel PDG de Google, Ah oui, c'est c'est un qui? Indien. Ouais. Un Sundar Indien. Pichai. Oui, c'est ça. Tu vois le Sundar là, l'actuel Mhm. PDG de Google, on est d'accord? Ouais. Tu sais que Google est créé par deux personnes, une juive, en fait, une personne juive, et l'autre russe, mais aussi juif, mais russe. Larry Mhm. Page et Sergey Brin. On est d'accord? Mhm. Comment se fait-il qu'une compagnie créée par deux juifs, en fait, un russe et un juif, Larry Page et Sergey là, se retrouvent gérés par un Indien? Vous pensez que ils sont vivants, hein? Larry est encore vivant, hein, d'accord? Mhm. Sergey aussi est vivant, les cofondateurs de Google.
Vous pensez qu'eux raisonnent en termes, non, Sundar était un Indien, il ne peut pas diriger Google parce que moi je suis un blanc, moi je suis un juif. Parce qu'eux ils raisonnent comme ça. Non, mais justement, on a trop cette mentalité-là. Enfin, c'est C'est cette compliqué à faire changer. mentalité-là, papa, Jason, qui nous détruit. Oui, oui, c'est ça. Essaie de taper, puisque tu es là avec ton ordi, essaie de taper groupe Dangote. Il faut qu'on finisse avec cette partie aussi. Dangote. Oui. Voilà. Comment on va... Attendez. Actionnaire. Attends. Tu verras que dans le groupe Dangote en question, il n'y a aucun... Dans le groupe d'organisation Dangote, il n'y a aucun Africain. Ouais. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est quoi ce délire? C'est Mais vrai non, que c'est bien pas de dire. Qu'est-ce tu que me tu as trouvé, l'apprends. toi? Non, mais c'est vrai que tu me l'apprends. Moi, je pensais, enfin, Dangote, moi, je pensais qu'il Ah non, travaillait. non, non, Dangote, mais oui, mais c'est un Nigérien, tout le monde sait que c'est un Nigérien. Mais sauf que les maîtres des Dangote, les grands maîtres qui gèrent Dangote, papa, il n'y a pas un Congolais dedans, quoi. C'est les Indiens, c'est les Chinois, et lui-même. Donc, Dangote avec ses amis, quoi, avec ses amis étrangers. Hmm. Tu Avec comprends? ses amis puissants. Ouais. Alors, cette vision-là, l'Africaine ne l'a pas. Tu vois? Parce que l'Africain se dit, il faut que ça se fasse, il faut que je sois avec mes amis. Ouais. Il faut que je sois avec la famille. C'est ouais, c'est handicapant, en fait. Parce que, Oui, ça va. bon, moi, par Ça fait exemple, je grandir, sais on ne que va pas te respecter. mais ma mère, par exemple, elle a beaucoup de business au pays. Sauf que elle a bah, ce défaut que je lui dis tout le temps. Elle veut tout le temps faire travailler les gens de la famille, mais au final, bah, ils n'ont pas les compétences et ça se passe mal. Et après, elle se Mais oui, plaint. après, ça, Mais c'est une autre année. je lui dis, mais pourquoi tu te focuses là-dessus enfin, trouve les gens qui ont juste les compétences et engage-les. Mais elle me dit, non, mais je comprends, c'est la famille et tout. Je dis, on peut pas avancer avec ça, c'est pas possible. Voilà, donc c'est quelque chose que nous devons comprendre aussi. On a un sérieux problème. Et notre problème à nous, Champagne, c'est que la diaspora africaine ne joue pas le rôle qu'il devait jouer. Et une fois que nous sommes dans la diaspora, on commet l'erreur. Regarde, lorsque tu arrives, par exemple, tout à l'heure, papa Alfredo, depuis la Belgique, nous a dit quoi? Qu'il arrive au le quartier Matungé et constate qu'il y a même des Indiens, les Chinois, qui font des ongles aux femmes africaines. On est d'accord? Mm. Il y a même des Oui, boutiques, je me souviens au Château Rouge, hein, des boutiques africaines gérées par les Pakistanais. Les cuisinières, ce sont des mamans africaines. Le patron, ouais. c'est un Pakistanais, un Indien. Tu suis? Mais il y a beaucoup ça ici à Paris. Hein. Oui. Mais tu vois, eux, ils font ça. Nous, on Mm. a du mal à le faire. On a du mal que Jason puisse avoir un restaurant où les Chinois travaillent pour lui. Et tu vas dire, ouais, c'est pas ma communauté. Bah, tu penses que le Pakistanais, là, la Congolaise qui vend là, c'est sa communauté? Ou bien c'est une travailleuse? Elle a pris la Congolaise parce que la maman fait bien le mfumboa, prépare bien le coco, et donc on la recrute. Le Pakistanais Ouais, s'en fout si elle est noire, bleu, vert. c'est clair. Et ça, il faut qu'on change là-dessus aussi. C'est pour ça que je vous ai dit, lorsque vous arrivez dans un pays, il faut que Jason puisse avoir des entreprises. Là, tu es en France, toi, hein? Oui, là, je suis en France. Mais oui, il faut que tu puisses avoir du business en France. Bah, tu ne peux pas ne pas exister comme. Tu ne peux pas dire que non, je vais aller investir à Kinshasa, au Congo, à Brazzaville, à Luanda, en Angola. Mais attends, papa, des fois, tu pars. Là-bas, tu seras broyé. Ouais. Mais si tu commences à t'installer en France, avec des business en France, avec le réseau en France, avec une aura en France, qui est ton pays également, tu pourras bien impacter la RDC. Tu pourras bien impacter le Sénégal. C'est ça, en fait, ce que nous oublions.
Pas pour rien que tu es en Occident, papa. Ton pouvoir d'achat est de loin supérieur au pouvoir d'achat de nos pays africains. C'est clair. C'est clair. Matondo, toi, papa. Matondo. Attends. Je reste là parce qu'il y a un Pangui Djantou qui est rentré. Maman Djantou Moté. Mbote, maman Djantou, ton micro. Ah, Mbote, maman. C'est avec toi qu'on va terminer ce cap-là. Comment tu vas? Je vais très bien, papa. Matondo, je reviens de Katioupa. Matondo à toi. Oui. Va très bien. Bon, le sujet est posé, maman. La place de la diaspora dans la croissance d'une nation. Tu as la parole, maman. Ok. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai un petit problème de connexion. Oui, on t'entend très bien, maman. On t'entend très bien. Les autres Pangui qui sont aujourd'hui. Allô, maman, tu sais? Tu m'entends? Allô? Oui, maman? Allô? Elle a un problème de connexion, je pense. De connexion, oui. Je crois que mais là, on t'entend là. Là, parle, on t'entend. Ok, papa, je vais poser vite fait comme ça. Si tu me réponds, ça me va. Je pense qu'il y a aussi un problème de mémoire transgénérationnelle, papa, par rapport à la diaspora, au niveau de l'objectif. Déjà, le Kaboula d'aujourd'hui est magnifique. Les points faibles de la diaspora africaine à l'étranger. Pour avoir un peu travaillé sur le sujet, papa, on tourne dans tous les sens, on essaye de comprendre. Et pour moi, je pense qu'on a un problème aussi transgénérationnel au niveau de la déportation, de l'esclavage. Quel est l'objectif quand on quitte nos pays? Quelle est la vision qu'on a en partant? Et une fois avancer ou arriver. Parce que c'est très subtil. Oui. Allô, maman, est-ce que tu m'entends? J'ai compris un peu ce que tu veux dire. Qui n'ont pas maman, tu m'entends? Oui, je vous entends, papa. Oui, bon, j'ai compris un peu ce que tu veux dire. Alors, l'Impangui, écoutez-moi bien. Pour ceux qui ont fait la méthode de Mbou, toi, tu as fait la méthode de Mbou à l'école Kimuntu, maman Djantou, vous serez tous et toutes conscients ici que le passé ne peut pas impacter l'être humain. Il faut oublier ça là. Ça, c'est une manière de voir qui nous a été imposée pour nous empêcher d'avancer. En fait, si la diaspora africaine n'avance pas, c'est un problème de vision, pas de l'impact du passé sur nous. Parce que maman Djantou, il y a des enfants, nos enfants qui sont nés en France, qui n'ont jamais connu le Cameroun, qui n'ont jamais connu le Congo, qui n'ont jamais connu le Sénégal, ils ne sont jamais allés là-bas. Mais même en France, ils vont faire la planche toute leur vie. Parce qu'il y a un problème de vision. On n'arrive pas à dire à nos enfants, vous pouvez et vous devez vous installer. Vous pouvez occuper des postes de responsabilité. Parce qu'en fait, on se dit, ah, un jour, il faut que je reparte. Tu viens avec tes enfants, tous les jours, tu pars du Cameroun du matin au soir. C'est comme si l'enfant qui est né là n'est même pas français, n'est même pas allemand, n'est même pas belge. Parce que ses parents rêvent du retour au pays natal. C'est une anomalie. Parce que, écoutez-moi bien, lorsqu'un enfant vient dans le milieu, vous devez vous battre pour que l'enfant dompte le milieu. C'est aussi simple que cela. Votre enfant doit occuper le territoire dans lequel il s'est incarné, premièrement. Et puis, avec les moyens qu'il aura, maman Djantou, l'enfant, c'est un homme d'affaires né en France, grandi en France, qui a fait les grandes écoles, qui a des moyens financiers. Et là, maman Djantou, tu dis à ton enfant, petit, regarde les terres du Cameroun que je te donne. Je pense que le petit va jouer avec toi. Le petit va investir. Attends, tout le monde cherche tes terres. Maman lui dit, les terres sont là. Mais sauf que le petit a l'aura allemand, l'aura luxembourgeois. Ce n'est pas quelqu'un qui va rentrer au Cameroun à la petite porte. C'est comme un colonisateur. Parce que les terres appartiennent à sa mère. Oui, papa, on travaille dessus.
on travaille profondément dessus. Mais ça prend plus de temps parce que est-ce qu'on a... C'est ce que je disais, le problème de la vision de la diaspora. On n'a pas la même vision. C'est-à-dire que oui, avec la méthode Mbu, avec les enseignements de l'école, on a un certain ancrage qui nous permet, avec tout ce que vous nous donnez comme outil, on a je vais dire carrément, on a une longueur d'avance sur beaucoup de choses. Parce qu'on a une vision qui est bien arrêtée et on a un ancrage qui fait en sorte qu'on sait ce qu'on veut et on sait où on va et pourquoi on y va. Maintenant, on travaille aussi à partager à travers ce qu'on fait au niveau de Catiopa ici en France. Mais la subtilité, c'est comment... Je ne sais même pas comment expliquer ça. C'est que les gens ne comprennent même pas pourquoi est-ce qu'ils sont là. Déjà, pour arriver même au niveau de comprendre qu'ils sont une diaspora. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Et le peu qu'ils comprennent, quand ils retournent en Afrique, ils mettent des systèmes en place de succursales. Il n'y a pas beaucoup d'idées de MDD, un peu comme ce que Dangote a fait. Il n'y a pas de marque déposée, très peu de marques déposées. En général, ceux qui rentrent avec des succursales. Donc, on calque, on fait des modèles duplicables de ce qui se passe en Occident. Très peu déposent des marques. Et même quand on réussit à déposer, c'est toujours le même problème parce que la vision n'est pas la même. Donc, c'est ce travail de fond-là qui est complexe et matondo pour le sujet parce que ça permet au moins de s'exprimer et de dire voilà ce que les autres font. On a la possibilité de faire la même chose. Tout dépend de la vision et de l'objectif qu'on se donne à atteindre. Et l'ancrage est vraiment primordial. L'ancrage est sacré dans ce qu'on veut faire. En fait. Si on n'est pas ancré... C'est pour cela que, Maman Djanto, c'est pour cela que lorsque tu veux rentrer sur le continent, investir, tu n'as pas besoin d'avoir des amis africains pour aller investir s'ils n'ont pas la vision. C'est ce que j'essaie de vous dire maintenant. C'est-à-dire que le territoire des ancêtres est là à ta disposition. Tu peux avoir des partenaires chinois, des partenaires vietnamiens. Parce que les gens veulent investir, mais les gens n'ont pas des territoires pour investir. Ils cherchent où mettre de l'argent. Si ta communauté, ton peuple n'a pas le niveau cognitif, par exemple, pour suivre ta vision, trouve les gens autour de toi qui ont la capacité d'investir dans ton projet. Tu vois ce que je veux dire? Je vois, papa. Il faut être capable d'oser faire des partenariats avec les autres peuples de la Terre. Regarde, tu vois le groupe Dangote. Allez voir la deuxième personnalité du groupe Dangote. C'est un Indien. Mais un Indien, ce n'est pas un Africain aujourd'hui. Et Dangote est considéré l'homme le plus riche du monde. Mais vous n'avez jamais vu qui est le deuxième être derrière lui. Celui qui gère le groupe Dangote, c'est pas un Africain. Hein? Oui, papa. Dans son cas aussi, on voit bien l'éducation, on voit bien la base. D'un côté, il a été éduqué par son grand-père. Il est allé en Égypte dans une grande école, je crois, si je ne me trompe pas, oui, c'est l'Égypte, dans une école de management et autres, de gestion. Oui, il est allé dans l'optique d'apprendre et de revenir développer son propre patrimoine. Donc déjà, l'objectif, il est parti avec un but, un objectif bien fixe. Une vision. Une vision qui était bien calée. C'est ça qui nous manque aussi, papa, cette vision-là. Et je crois que je perds maintenant. Ce que je voulais rajouter aussi, Père, c'est que sur place, on essaye de mettre en place, on met en place, parce qu'on a aussi les techniques que tu nous donnes à l'école pour pouvoir mettre en place avec l'aide des forces, des partenariats qui vont dans la même vision que nous. Mais aujourd'hui, on est confronté aux étrangers. Ce n'est même pas nous, les Africains, les Camerounais. Je prends un exemple. J'étais dans mon village l'autre jour, mais j'arrive, je vois un Chinois, papa. Je suis originaire de presque 5 à 6 heures de la capitale de Douala à l'ouest. Mais j'arrive à l'ouest, je vois un Chinois dans les champs en train de négocier les tomates, papa. Les tomates. On est où pendant que le Chinois négocie les tomates? Je ne peux rien lui dire, je ne peux pas l'insulter. Au moins, lui, il vient négocier les tomates. Je ne peux pas le juger. Tant mieux pour les petits agriculteurs. Mais la majorité des jeunes du village sont en route à Douala en train de faire la moto. Ils ne se rendent même pas compte de la richesse qu'on a dans nos villages, au fond de nos villages. Qu'est-ce qu'un Chinois fait là-bas? Qu'est-ce qu'un Libanais fait là-bas? Ils achètent tout. Mais nous, on est là, on n'a pas cette vision
qui dit que c'est possible. Parce que le Chinois, s'il trouve quelqu'un qui lui ramène les tomates en ville, il n'ira pas dans les villages chercher. C'est cette vision qui manque en fait pour moi, papa. C'est vraiment magnifique. C'est pour cela que les gens doivent développer. Tu sais qu'on a fait un cours à l'école sur le leadership totémique pour parler de la vision de l'aigle, les principes du fonctionnement entrepreneuriat totémique, tu te souviens? Oui, papa. Mais il faut bien comprendre que, et oui, il y a beaucoup qui manquent de vision. Mais moi, je suis très content de voir un Chinois dans un village africain qui vient négocier sa tomate parce que les Chinois se rendent compte que la majorité des nôtres lavent les assiettes en Occident et ils ont du mal à comprendre qu'ils doivent rentrer chez eux pour aller négocier aussi la tomate. Les gens pensent que l'Afrique, c'est un acquis pour eux parce qu'ils sont nés là, ils pensent que c'est mon village, c'est mon pays, c'est mon territoire. Ça, c'est dans la tête des Africains. Parce que les Chinois, quand ils regardent l'Afrique, en ce moment, ils achètent les terres chez nous. Donnez-leur 100 ans, vous allez voir. Ils achètent tout. Donc, le gingembre. Vous pensez que nous allons faire la guerre contre les Chinois, maman, demain pour les enlever des terres africaines? Non, enfin, on a encore un espoir là, papa, quand même. Mais là, je prends juste. C'est impossible. Le gingembre est tellement. Les Chinois, ils sont 1,4 milliard, maman. Ils sont 1,4 milliard. Demain, ils seront la première puissance incontestée de cette planète. Vous pensez que les terres qu'ils sont en train d'acquérir, ils vont vous les rendre? Comment? Dans un pays comme le Gabon, ils sont 1,5 million personnes seulement. Ce n'est même pas une ruelle de Chine, de Pékin. Si les Chinois envoient 3 millions de Chinois au Gabon face à 1,5 million Gabonais, vous allez faire quoi? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire depuis longtemps. Le but ici, c'est que chacun doit être responsable. Mais il faut arrêter de penser. C'est pour ça que je vous ai dit diaspora. Diaspora veut dire disperser. Il faut quelqu'un qui est dispersé, mais consciemment, qui doit s'unir aux membres de sa communauté, mais des membres conscients. Ce ne sont pas tes amis, c'est des gens, vous êtes de même origine, mais quand tu vois que ta diaspora n'est pas éduquée, ta diaspora n'a pas la vision, tu reviens sur le continent, mais avec une entreprise, avec des partenaires, pour des investissements. Maman, tu dois acheter toi aussi des terres, tu dois occuper des territoires. Parce qu'en effet, ce n'est pas parce qu'on est né là-bas que demain, ça va nous appartenir. N'oubliez pas que l'Europe nous appartenait avant. L'Amérique, appartenait aux Amérindiens. Aujourd'hui, regardez la tête de Trump. Donc, les ancêtres amérindiens, ils sont en train de pleurer dans leur tombe là-bas. Ce n'est pas parce que c'est une terre qui nous appartient que ça va toujours nous appartenir. C'est faux. Non, c'est faux. L'Europe nous appartenait. Le Maghreb nous appartenait. Vous avez vu ceux qui gèrent le Maghreb aujourd'hui? Vous pensez qu'ils ont la même vision que nous? Non. Et pourtant, c'était nos territoires. Ils l'ont pris. Donc, les siècles vont venir, les années vont venir. Il faut que l'homme d'aujourd'hui puisse comprendre que sa terre, c'est là où il se pose aussi. Lorsque tu arrives dans la diaspora, maman Djantou, tu dois déployer la même énergie que tu as aujourd'hui dans le pays où tu es en train de vivre. Si tu as un pied en France, il faut que tu puisses avoir tes espaces en France. Il faut que tu lances tes boîtes en Europe. Puisqu'il y a l'Union européenne, il faut que tu puisses conquérir, voir des avantages que tu peux avoir dans le système européen. Oui, maman, c'est possible. C'est possible. Et ceux qui viennent sur le terrain, il faut que tu puisses voir comment occuper les terrains. Parce que je t'assure, maman, que ce soit les Libanais, que ce soit les Chinois, les Indiens qui sont en train d'arriver en Afrique, donnez-leur 200 ans, 300 ans, nous, on ne sera pas là. Nos enfants n'auront plus ces terres-là. C'est terminé, papa. C'est terminé. C'est ça qui est le plus aberrant, c'est que c'est fini. Déjà là, on rame parce qu'on est quand même une poignée qui essaie de nous battre. On rentre dans les terres, on est présent, on bouscule les choses. Mais papa, c'est chaud. C'est chaud, c'est vraiment chaud. C'est-à-dire que la diaspora, nous, on doit vraiment se réveiller, que ce soit les Antilles, les îles, qu'on n'ait pas peur de rentrer. Il n'y a rien. Maman Djantou, pourquoi je vous ai dit il faut vous connecter aux frères et sœurs des Antilles. Et peut-être, tous les jours, je vous répète ça. C'est une diaspora qui peut vous aider à vous en sortir. La même manière que le Chinois vient, il est préférable de faire rentrer nos frères des Antilles, des Caraïbes, en Afrique, que laisser les Indiens et les Chinois, les Libanais s'installer chez nous. Tout à fait. Ouvrez-leur la voie. Les gens me disent, tu veux faire rentrer les Antillais chez nous, vous avez un vrai problème. Vous aurez les Chinois chez vous.
Vous allez comprendre demain ce que cela veut dire. Vous ne pourrez pas les enlever de là. Vous ne Impossible. pourrez pas. C'est pour ça que le Ghana actuellement ouvre la voie aux Jamaïcains, ouvre la voie à tout ce qui est noir américain. Pourquoi? Parce que les Ghanéens ont compris qu'il vaut mieux faire rentrer les Jamaïcains, faire rentrer les Nord-Américains, les États-Unis, les Noirs américains, pour occuper les terres ghanéennes. Parce que les Ghanéens ne peuvent pas tenir face au fonds FMI ou la Banque mondiale, et les Chinois, et les Indiens, et les Pakistanais, et les Turcs. Vous allez faire quoi? Si vous ne prenez pas votre diaspora, vous ne les faites pas rentrer chez vous. Maman Jantou, vous serez Il y a étonné vraiment de quoi comprendre. gagner derrière, hein, papa. Mais bien sûr, il y a vous serez beaucoup d'argent à étonné se pourquoi on faire. vous donne des visas pour aller étudier à l'étranger. C'est une stratégie. Tant que les meilleurs d'entre vous vont aller vieillir en Europe, derrière, les gens prennent vos terres. Ah, ils prennent les terres, papa. Ils prennent les terres. 1 hectare de gingembre, on récolte combien? 1 hectare, il n'y a même pas grand-chose à faire. On prend les arbres fruitiers, il n'y a rien, on exporte, on importe ici. Il n'y a pas longtemps, le Cameroun était en train de demander le riz, je ne sais plus si c'était au Japon ou à la Chine, mais avec les territoires, mais on a des terres mais fertiles. 1 hectare de gingembre, on n'a pas moins de 6 à 8 millions de francs CFA en moins de 8 mois. Quelqu'un qui travaille à Paris, il n'a pas ça, il ne gagne pas ça. Mais c'est pour cela que maman, au lieu de rester seul dans le game, le fait que vous avez tous et toutes presque un pied en Occident, un pied en Afrique, cherchez des alliés. Si aujourd'hui vous avez des alliés en Occident, écoutez-moi bien, hein, et que vous occupez les terres en Afrique avec vos alliés occidentaux, les terres restent à votre disposition. Si vous avez même des alliés même asiatiques, c'est-à-dire qu'en fait, vaut mieux que tu sois l'allié qui garde la terre, l'autre c'est ton partenaire. Mais nous commettons l'erreur de les laisser eux devenir propriétaires. Parce que nous ne sommes pas organisés. On se dit, oui, moi je vais aller investir au Cameroun. Mais tu as quel pouvoir? Cherche des alliés. T'es français, oui. Où sont tes partenaires français? Oh non, je ne veux pas de Français chez moi. Ben écoutez, dans 2 siècles, on va en parler. Et je vous informe seulement que vous êtes en train de perdre les terres. Vous êtes en train de perdre le territoire. Parce que vous n'avez pas réussi à survivre en Occident. Vous n'avez pas créé des alliances en Occident. Vous n'avez pas créé des alliances en Asie. Vous n'avez pas créé des alliances là où vous êtes, en Amérique. Vous rentrez vous-même. Mais vous rentrez vous-même pour faire quoi? Tu vas lutter contre le gouvernement chinois. Le gouvernement chinois fait trembler l'Amérique. Vous pensez qu'un humain peut faire... Mais attendez, les Chinois sont gentils avec nous pour le moment. Parce qu'ils nous trouvent trop bêtes. Vous pensez que si les Chinois ont besoin de prendre l'Afrique, vous allez faire quoi? Parce que la Chine fait peur à la France. La Chine fait peur à l'Amérique. La Chine fait peur à la Russie. La Chine vient seule en Afrique. Si nous étions intelligents, on devait faire des partenariats. On devait changer notre manière de fonctionner. On devait investir en groupe pour la survie de notre communauté. Mais non. Vous arrivez à l'étranger, les gens ne font rien à l'étranger. Ils n'investissent pas à l'étranger. Ils se disent, ce n'est pas mon pays. Je repars chez moi. Mais chez toi, chez où? Est-ce que les Chinois restent comme nous? Les Chinois vont prendre même en Chine, en Amérique. Il y a des territoires, vrai documentaire, il y a des territoires américains aujourd'hui qui appartiennent aux Chinois. Les Chinois achètent des terres aux États-Unis, terres agricoles américaines. Vous pensez que les Chinois se disent, oui, moi je suis Chinois, je ne peux pas aller investir en Amérique parce que ce n'est pas chez moi. Mais non, non, les Chinois prennent partout sur terre. Au contraire, ils sont partout. Et nous, on est bon. Battre un et non on est limité avec nos terres. Parce qu'on est comme des gamins. On est comme des gamins. Je peux aller au Zimbabwe acheter des terres, ce n'est pas interdit. C'est libre, c'est ouvert. On m'attend, papa, pour ce sujet. M'attends à toi, maman Jantou. C'était vraiment vrai. C'était vraiment magnifique pour moi aussi de parler avec toi. On ne peut pas tout dire en public, mais ce que je vais vous dire seulement, c'est que la diaspora consciente, l'architecture institutionnelle de la diaspora, transfert stratégique, c'est libération nationale. Ouais, l'équation, non, je vous ai mis une équation. Donc, ça veut dire que une diaspora ne libère pas un peuple simplement parce qu'elle existe. Elle le libère lorsqu'elle devient organisée, éduquée, disciplinée, stratégiquement reliée. Et une fois que la diaspora est comme ça,
Oui, la diaspora peut maintenant tracer nos routes, la diaspora peut investir sur le continent, la diaspora peut aider. Alors, pour un peuple opprimé comme notre peuple, la diaspora doit devenir une arme civile mondiale, c'est-à-dire non pas une armée de destruction, mais une armée de reconstruction, de vérité, de savoir, de capital, d'influence et de renaissance nationale. Vous comprenez? Il faut une diaspora qui a conscience des partenariats. Voilà pourquoi je vous ai dit, hein, la libération du continent, surtout du monde francophone, va passer lorsque les Africains de la diaspora africaine va se fusionner avec sa diaspora antillaise, caribéenne. Non, mais quand je dis ça, les gens me disent, mais de quoi ils parlent? Ils disent, vous ne pouvez pas gagner si vous ne vous fusionnez pas avec les vôtres qui ont un pouvoir d'action, qui comprennent mieux le système que vous. Parce que nous avons une diaspora qui a vécu en Occident depuis des siècles. C'est la diaspora antillaise. C'est pour cela que certaines forces nous divisent. Ils savent. Ils savent que si les Africains comprennent le game, cher Jolampangui, je pense que vous vous souvenez lorsque Omotunde, notre frère bien-aimé, nous avait dit qu'il faut l'énergie. Lorsqu'il a fait la conférence au Cameroun, vous connaissez la suite. Il est parti. Parce que vous comprenez que c'était un Antillais qui est venu sur la terre des ancêtres pour parler aux Africains. Et là, les systèmes ont compris que non, mais il faut l'enlever de... Parce que la sortie existe. Hein. Notre porte de sortie existe. C'est permettre aux frères des Caraïbes de venir occuper des terres de chez vous, de pouvoir travailler avec vous sur vos territoires. Parce que, cher Pagui, vous n'avez aucune conscience. Les gens ont des connaissances, ils sont dans les Caraïbes, sur les îles, ils ne peuvent pas agir. Ils ont besoin des partenaires. Vous devez être une diaspora consciente de cela et les permettre, eux. Mettez les Mpangui des Antilles en partenariat dans les projets en Afrique, vous serez étonné de la rapidité dans laquelle nous allons accélérer. Au lieu de laisser, par exemple, que les Libanais viennent occuper vos terrains. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les Indiens, les Libanais, les Chinois. Ce n'est pas mauvais. Mais vous me comprenez, moi, je suis de la vision diasporique caribéenne, quoi. Parce que c'est les nôtres. C'est-à-dire que quelqu'un des Antilles conscient sait pourquoi il revient en Afrique. C'est sa terre. Il a la capacité que, voilà, il est médecin, il sait ce qu'il fait. Un médecin caribéen en Afrique va être différent d'un médecin, vous me comprenez, libanais en Afrique. Excusez-moi de dire ça comme ça, c'est logique. On n'a pas la même conscience historique. On n'a pas la même histoire avec les autres. Alors, prenez conscience. La diaspora ne se limite pas aux Africains qui partent, mais les Africains qui partent doivent aussi comprendre qu'ils ont des frères et sœurs qui sont déjà installés dans le monde occidental et qui maîtrisent l'Occident. J'ai parlé avec des frères de la Guadeloupe. Je vous assure, il y a des Mpangui de la Guadeloupe qui maîtrisent le système. Ah ouais. Et l'Africain sur le terrain n'a aucune idée parfois à quelle force il fait face. L'autre a croisé le béquet. Hein? Toi, tu ne sais pas c'est quoi un béquet, tu entends parler. L'autre l'a croisé. Donc, l'investissement n'est pas pareil. Donc, beaucoup d'amour à vous. Alors, Zola, toi, Maman Djantou, Matondo Mamingi, Mpangi Basseyon Botatoire, on va terminer avec toi et clôturer. Maman Sonia. Et puis, Maman Sonia Bouté. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, maman. Comment tu vas? Ah, très, très bien. Wow, Il y a quel beau longtemps, hein? sujet. Oui, quel beau sujet. Moi, je suis en refuge présentement, puis c'est beaucoup, beaucoup d'Africaines qui arrivent ici au Canada, à Montréal. Et puis, je peux juste constater à quel point c'est un désastre, parce que dès qu'ils arrivent, bien, ils ont le droit à beaucoup de choses, puis c'est correct. Une question de survie. Et puis, tout de suite, c'est la médication. Donc, prendre beaucoup de médicaments, c'est ce que je constate. Et puis, ben là, en partant, ben, ils perdent un peu de capacité, ils perdent un peu la mémoire, ils perdent beaucoup de confiance en elles. Donc, moi, je suis en train de créer des groupes de femmes, en ce moment, des cercles de femmes pour les aider. Donc, je deviens alliée avec eux, j'essaie vraiment de sensibiliser ça. Et puis, en même temps, ben, d'aller reprendre un pouvoir financier, vu que j'ai une entreprise de ménage. Donc j'essaie de les former pour pouvoir aller être eux-mêmes entrepreneurs et puis devenir eux-mêmes avec leur propre business. Et puis, ça commence, ça fait juste commencer. C'est pour ça que le sujet me touche beaucoup aujourd'hui. Ça fait quand même 4 ans que je suis l'école Kimontu. Et puis, je suis vraiment impliquée, ça me touche beaucoup.
Donc, ben c'est ça. Je voulais juste vous partager que j'étais en train de vraiment commencer quelque chose de vraiment extraordinaire pour les aider. Puis que prendre conscience là, de leur pouvoir financier aussi, qu'ils sont capables d'aller chercher ça en étant eux-mêmes entrepreneurs. Les sensibiliser beaucoup à ce niveau-là. Et puis le fait aussi, la mission. Hein, on parlait tantôt beaucoup pourquoi qu'on est ici, la mission, la vision. Ça vient toute l'éducation, hein, la base. Donc, on peut commencer comme ça. Je pense que ça fait un bon début ici à Montréal. Je trouve que ça se passe beaucoup dans mon coin, ce que je suis dans le downtown de Montréal. Je me suis installée ici pour une couple de mois. Puis je commence à voir des résultats, là, comme quoi, ben, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de hasard que je vous parle aujourd'hui. Je suis très sensibilisée pour pouvoir éventuellement aller aussi en Afrique. Je t'ai invité tout bas, tout côté, c'est sûr. Mais je dois faire ce que j'ai à faire ici, mettre ça plus vraiment solide pour pouvoir créer justement ce groupe, que ce soit femmes ou hommes, mais en ce moment, c'est des femmes que j'aide et les accompagne là-dedans à vraiment aller chercher les connaissances, puis pas juste la motivation, mais vraiment la mission. Pourquoi ils sont ici? Pourquoi ils sont partis de leur pays? Il y en a beaucoup, c'est en guerre, ou il y en a qui ont été violés. Il y en a beaucoup, c'est vraiment des viols ici. Des gens qui vraiment, que leur famille les a rejetés aussi, ou peu importe. Mais c'est vraiment la majorité, c'est ça que je vis. Et puis, merci pour cette belle présentation-là. Aujourd'hui, ça m'aide beaucoup, beaucoup à continuer à faire ce que j'ai à faire. Donc, merci. Merci, maman Sonia. Merci beaucoup pour ce que tu fais pour la communauté. C'est ce que je dois leur dire, en fait, parce qu'il y a des alliés ici, dans les pays là où nous sommes, que ce soit au Canada, en France. C'est pour cela, lorsque vous arrivez d'Afrique, partez d'Afrique, vous arrivez dans la diaspora, il y a des gens qui sont là de bon cœur, qui peuvent vous aider, vous guider, comme maman Sonia, qui vous ouvre les portes, qui vous apprend comment ça fonctionne. Ayez conscience de cela et apprenez, avancez. Matondo toi, maman. Matondo, beaucoup de joie à toi. Merci, à bientôt. Voilà. Chers Lampangi, je vais remercier maman Sonia et tous les Mpangi, Nga Djantou, papa Jason, papa Alfredo, tous les Mpangi qui étaient aujourd'hui sur Internet, en ligne avec nous pour ce sujet concernant notre diaspora. Champangi, lorsque vous voulez comprendre comment fonctionne un pays sur le territoire africain, analyser le comportement de sa diaspora, vous allez comprendre. C'est pour cela qu'il faut prendre conscience de cela et changer la manière de fonctionner. C'était en effet votre mfumo Nswadi Kimbazi, Ntuma du Congo Diamona, Zola à vous tous et à vous toutes, qui les nous guide avec bonheur. Matondo Mamingi, on se retrouve au prochain numéro. Au revoir, à bientôt. Matondo.